Bienvenue dans Game Changer, le podcast qui part à la rencontre de personnalités audacieuses qui ont fait le choix de remettre en cause les normes établies pour inventer leurs propres règles du jeu. Que ce soit dans leur vie professionnelle, leur passion, leur mindset, les Game Changers ont la particularité d'avoir une vision de la vie qui ouvre de nouvelles perspectives. Game Changer, c'est votre shot d'inspiration pour vous mettre en mouvement. Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexia Diessoto. Et je suis Fanny Dotzenberg. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vital, l'agriculture et son rôle dans la crise climatique. Alors que l'industrie agroalimentaire moderne privilégie la monoculture et la ségrégation des secteurs agricoles, on assiste à une dégradation des sols, une perte de biodiversité et un épuisement des ressources. Cette réalité est d'autant plus criante que le secteur traverse des crises majeures, qu'elles soient économiques ou liées au monde productiviste. Face à ce constat, le citoyen est de plus en plus préoccupé par l'origine de son alimentation et l'impact de ses choix. Comment l'agriculture peut-elle non seulement limiter son impact, mais devenir une partie de la solution ? Comment un retour au cycle de la nature peut-il améliorer la santé des sols, le bien-être animal et même stocker du carbone et de l'eau ? C'est précisément le champ d'expertise de notre invité du jour, Pierre Franc-de-Ferrière. Ayant grandi sur le vignoble familial et passionné d'élevage, il a fondé la ferme Carbonneau. Une entreprise qui promeut et pratique un mode d'élevage visant à améliorer la qualité des sols et la biodiversité. L'agriculture régénérative. Nous allons décrypter avec lui en quoi le biomimétisme, loin d'être une utopie, est le changement de paradigme qui bouscule l'industrie. Nous sommes donc extrêmement privilégiés et ravis d'accueillir aujourd'hui Pierre Franc-de-Ferrière. Accueillir, pas tant, puisque c'est lui qui nous accueille aujourd'hui finalement. Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. D'abord, bonjour à vous deux. Et en fait, on se trouve au lieu-dit Carbonneau, donc au château et au vignoble familial, dans la région bordelaise, qui, bien sûr, est très connue pour la production viticole et le vin. Mais aujourd'hui, on va parler quand même d'autres choses et on va plus parler d'élevage que de vin. Voilà. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire ce qu'est l'agriculture régénérative, s'il te plaît ? Alors oui, c'est vrai que c'est un terme qui est assez nouveau, je pense surtout en France, qui est assez développé, qui commence à se développer pas mal à l'étranger, plutôt dans les pays anglo-saxons. Mais en fait, en France, on utilise plutôt un terme un peu différent, je pense, pour décrire ce même type d'agriculture. On appelle ça plutôt l'agroécologie ou l'agriculture de conservation des sols. Et en fait, l'agriculture régénérative, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est que contrairement à ce qu'on a utilisé beaucoup comme terme agriculture durable, raisonnée, bio, etc., là, on va parler vraiment de pratiques culturales qui vont permettre de non seulement donc, préserver nos sols, mais vraiment de les régénérer. Donc en fait, le but, c'est à travers la culture, à travers la production, c'est d'améliorer la qualité de notre sol et de notre écosystème par nos pratiques. Voilà un petit peu vraiment les grandes lignes de ce qu'est l'agriculture régénérative. Ça marche. Et donc, du coup, toi, comment est-ce que ton projet s'inscrit dans ce cadre-là ? Est-ce que tu peux nous le présenter aussi un petit peu ? C'est quoi la ferme Carbonneau ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, c'est vrai que, donc, comme je vous l'ai dit, ici, on est donc à la ferme familiale, au vignoble familial. Pour ma part, donc déjà, je pense que c'est important de dire que j'ai des origines donc franco-néo-zélandaises. Donc, ce qui a vraiment un côté très important dans tout ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est ce côté anglo-saxon. Moi, j'ai grandi vraiment avec deux cultures, la culture française, néo-zélandaise, mais on va dire anglo-saxonne au sens plus large. Et du coup, voilà, ça va vraiment jouer un rôle central dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Ensuite, donc ici, on est sur un vignoble, mais aussi une ferme. On a toujours eu des vaches, troupeau sur la propriété, il y a toujours eu des animaux. Mais en grandissant ici, moi j'ai décidé d'abord d'aller me spécialiser dans la partie plutôt vigne et vin. J'ai fait des études d'abord dans l'agriculture de manière générale, des études supérieures, et ensuite je suis allé me spécialiser dans le vin. Et donc on va dire à partir de 2016, je suis revenu sur l'exploitation familiale, pour vraiment aider au développement de la partie vin et de la vigne. Et ça, c'était jusqu'à peu près 2020-2022, où là, on commençait à se poser la question, avec mon père surtout, qu'est-ce qu'on allait faire avec le troupeau ? Parce que jusqu'alors, mon père avait toujours voulu conserver des animaux, des vaches
sur la propriété, mais ça n'avait pas vraiment une grosse valeur économique au niveau de la rentabilité de l'exploitation. Et du coup, maintenant, comme on commençait à se poser vraiment des questions sur la génération qui allait suivre, parce que je ne suis pas le seul, j'ai aussi 3 frères et sœurs, dont 2 qui sont impliqués directement sur la vie de la ferme, du vignoble, et aussi on a une partie touristique d'accueil à la propriété. Mais donc voilà, on se trouvait vraiment un petit peu avec ce scénario. Et donc c'est autour de 2020-2022 que j'ai commencé à m'intéresser à cette partie élevage. Et donc petit à petit, j'y ai vraiment pris goût, d'abord au niveau des vaches, et ensuite au niveau d'autres productions animales. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'objectif, c'était pas comme justement ça se fait plus couramment ou comme mon père faisait, c'était lui d'élever les veaux pour ensuite les vendre quand ils sont ce qu'on appelle des broutards, c'est des veaux sevrés qui n'ont plus besoin de leur mère, donc à 6-8 mois, et ensuite sont vendus sur le marché, quoi. Donc ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, je trouve, et justement économiquement c'est pas très intéressant. Et moi, comme j'avais passé beaucoup de temps justement à développer de nouvelles cuvées dans le vin, etc., aller en direct avec le consommateur, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose avec la production animale sur la viande, d'abord sur la viande. Mais du coup, la condition, c'était de ne pas faire que du bœuf, du coup, mais vraiment essayer d'ouvrir et de diversifier au maximum sur cette production. Donc aujourd'hui, on a démarré vraiment, j'ai démarré cette nouvelle activité en 2024, tout début 2024, officiellement. Et aujourd'hui, on produit du bœuf, du poulet, du porc, des œufs. Et ensuite, on fait aussi quelques autres volailles, on va dire, comme de la canette à rôtir. Et cette année, on va démarrer aussi la pintade et voilà, essayer de diversifier encore davantage. Donc Carbono, c'est à la fois un vignoble et aussi une entreprise d'élevage d'animaux que vous revendez du coup à qui ? Eh bien, donc ça c'est important de le savoir, c'est vraiment 2 entités différentes, deux entreprises différentes. Okay. Voilà, on a vraiment la partie vignoble, dont mon père lui est toujours actif, il a encore 1 an ou 2 avant de prendre officiellement la retraite, donc on est en train de préparer tout ça. Mon frère aussi qui travaille, lui qui habite à Paris, qui est justement plus sur la partie commerciale du vin, donc vraiment focalisé sur le vin. Et par contre l'entreprise donc sur l'élevage, c'est vraiment une ferme que j'ai démarrée. J'ai racheté, on va dire, le troupeau de mon père, et ensuite j'ai développé tout autour. D'accord. C'était quoi Non, il n'y a pas de question. La question, c'était, vous revendez à qui ces animaux ? Voilà, donc pour la vente, du coup, en fait, on se retrouve à une production qui est relativement confidentielle, on va dire, quand on parle de poulet, etc., c'est vrai qu'on peut vite s'imaginer des bâtiments où on produit des dizaines de milliers de poulets, tout ça. Voilà, c'est un petit peu le modèle conventionnel, mais même aujourd'hui, le modèle bio, il s'oriente beaucoup là-dessus, sur la production de masse. C'est quoi, l'élevage intensif ? Ouais, c'est surtout ça en fait. Je pense que l'intensif, c'est un bon terme à utiliser parce que ça regroupe finalement, ça peut regrouper non seulement l'élevage conventionnel, mais aussi beaucoup sur les différents labels qu'on peut trouver, le bio, etc. On va pouvoir rentrer en détail, mais c'est vrai que nous, par exemple, un lot de poulet, on en fait plusieurs qui sont vraiment dans des abris mobiles séparés, mais un lot de poulet, c'est 85 poulets. D'accord. Donc voilà, on est vraiment à une échelle beaucoup plus confidentielle. Et du coup, pour les canaux de vente, on est obligatoirement obligé d'aller le plus possible en direct avec le consommateur, quoi. Voilà. Donc du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu as récupéré le troupeau, tu t'es tout de suite dit il faut que le modèle, on le change et qu'on passe plutôt à une vente en direct pour qu'il y ait quand même plus de rentabilité. Mais dans ton bagage, tu en as déjà parlé, mais tu as des origines néo-zélandaises qui, je crois, t'ont inspiré. Plus, tu as quand même aussi un bagage de formation à l'international. Est-ce que tu peux peut-être justement nous expliquer en quoi ce bagage international est venu enrichir ton projet, qui n'est pas juste un modèle de vente en direct, mais qui est quand même un peu plus poussé Oui, je pense que le modèle de vente, c'est vraiment le résultat vraiment des pratiques qu'on a mis en place ici. Mais c'est vrai que la partie internationale, on va dire anglo-saxonne, cette sensibilité que j'ai naturellement grâce justement à mes parents et au fait que, en fait, moi je suis né en Nouvelle-Zélande, ma mère est néo-zélandaise, mon père est français, et on est venu sur la propriété familiale reprendre le domaine avec mes parents quand j'avais même pas 1 an.
Donc voilà, moi j'ai vraiment grandi ici en France, mais on a encore toute la famille là-bas. Et de plus, ma femme, China, est américaine. Donc voilà, qui rajoute encore une dimension, encore une fois anglo-saxonne, mais un autre style, mais qui finalement se touche pas mal avec voilà, les différentes cultures, mais très différente à la culture française. Et du coup, l'approche au niveau agricole est très différente. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Alors spontanément, moi quand j'imagine les bestiaires à l'américaine, c'est loin d'être le modèle que toi tu fais chez toi. Donc, Mais justement, c'est là où je vais peut-être vous surprendre un peu. Et c'est là où c'est vraiment c'est important d'être très ouvert d'esprit en fait. Parce qu'en fait en Amérique, et je pense que c'est bien de prendre le système américain parce que c'est le plus flagrant. Les Néo-Zélandais finalement, ils sont déjà c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup moins. On a beaucoup moins d'échanges avec la Nouvelle-Zélande et même au niveau culturel. Donc peut-être que les Français ne se rendent peut-être pas trop compte, même si des fois on parle d'agneau, l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, etc. On peut peut-être parler un petit peu de ça, mais moi j'en produis pas. Donc finalement c'est pas tout à fait le même modèle. Mais si on regarde les Américains, en fait, en Amérique, il y a un petit peu tout et des fois un peu n'importe quoi. On peut partir vraiment des extrêmes, et donc l'extrême serait plutôt le système agricole OGM, quoi, où on va aller vraiment vers des cultures, donc des champs et des champs vraiment très vastes avec des monocultures de maïs ou de soja, c'est surtout leur spécialité. Et le fait qu'ils soient OGM, en fait, ça permet, en pleine croissance végétative de ces maïs et de ces sojas, de pulvériser par voie aérienne du glyphosate dessus, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'extrême, parce qu'en fait, on va pulvériser sur le fruit, sur le maïs qu'on va manger, du glyphosate. Et vu qu'ils sont OGM, ils résistent à ce glyphosate, donc eux, ça ne les dérange pas, ils continuent de pousser. Bon, le glyphosate, il est sur le maïs quand même, mais du coup, ça va tuer tout ce qui est autour. Donc ça, c'est vraiment l'extrême, bien sûr, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui m'a inspiré à me lancer dans mon modèle. Mais après, on a de l'autre côté, justement, l'extrême sur, justement, l'agriculture régénérative. Le terme, il vient de là-bas, à la base, quoi. Donc il y a un petit peu... En fait, les Américains, c'est beaucoup cet état d'esprit entrepreneurial, quoi. C'est des gens qui vont oser prendre beaucoup de risques, quoi. Quitte à tout mettre sur la table pour vraiment aller chercher le petit truc l'innovation qui va aller faire la différence. Bon, bien sûr, quand on est en modèle agricole, on parle du vivant, surtout les animaux. Ça prend du temps à mettre en place, beaucoup d'expérimentation. Moi, j'aurais pas pu démarrer quelque chose comme ça, page blanche, quoi. Il fallait vraiment que je trouve de l'inspiration. Pour moi, ça a été beaucoup YouTube à l'origine, avec pas mal de livres, du coup, justement, en découvrant un petit peu qui sont ces pionniers dans ce modèle. Mais voilà, mais les Américains, et en plus, sont très très forts en communication, donc on a beaucoup accès justement à leur savoir-faire, à leur expérience, etc., qui vont vendre aussi, ils vont faire de l'argent là-dessus, hein, c'est à l'américaine, quoi. Mais moi, j'en bénéficie énormément pour pouvoir développer ça. En France, on n'arrive pas à avoir accès à ça, quoi. La prise de risque en France, surtout dans le monde agricole, elle est pas là, quoi. On a un modèle qui est tellement subventionné, tellement figé. C'est ça. C'est dur de parler comme ça, surtout dans notre milieu. Moi, j'arrive à parler, vous voyez, avec les consommateurs, avec vous, avec beaucoup de gens qui écoutent, qui sont très intéressés par ces sujets. Mais quand on parle avec des agriculteurs qui, depuis des décennies, ils font déjà une chose, un modèle plus conventionnel, même si c'est en bio, etc. On a quand même du mal à faire changer. Enfin, moi, c'est pas mon but. Je veux pas chacun fait ce qu'il veut. Mais à vraiment essayer de leur faire comprendre qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites qui, justement, valent peut-être le coup d'être testées, quoi. Ça me fait penser à... J'écoutais les infos ce matin, et avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre et la flambée du baril de pétrole notamment, j'entendais des agriculteurs ce matin qui disaient qu'ils ne pouvaient plus mettre le plein dans la cuve de leur tracteur parce qu'ils avaient carrément doublé le prix du gasoil. En France. Spontanément, on discutait avec mon mari et on se dit mais il faudrait qu'il passe à l'électrique, ou au tracteur électrique. Et puis je lui ai dit oui mais t'es gentil, mais ils vont passer au modèle électrique comme ça. Non, je pense que c'est pas aussi facile que ça. Donc en fait,
on est face à une économie qui nous oblige un peu à changer parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le baril va redescendre, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On a besoin de l'agriculture aujourd'hui pour vivre en France et partout dans le monde. Tu penses que le mouvement, il est possible ? Toi, t'es passé à l'agriculture régénérative. Il y a plein d'autres leviers aussi pour faire bouger l'agriculture. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Qu'est-ce que ça implique ? Ouais. Donc là, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on va pouvoir vraiment peut-être rentrer dans plusieurs sujets à la fois. Mais là, tu parlais du coup d'un exemple avec le baril de pétrole qui influe sur la mécanisation, etc. Mais il y a aussi, en agriculture, il y a beaucoup de choses. Il y a tout simplement le prix du grain. C'est une commodité aussi. C'est comme le pétrole finalement. Il y a des matières premières. Bah oui, il y a des traders de pétrole comme des traders de matières premières agricoles. Ça, c'est très courant. Donc ça aussi, ça fluctue énormément. La guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est un peu le grenier de l'Europe avec la France. On parle toujours à la France aussi un petit peu au niveau céréalier, mais l'Ukraine, c'est une production encore plus importante, quoi. Donc ça, c'est des leviers qui sont énormes. Mais du coup, on dit aujourd'hui, comme tu dis, tu as vu ça ce matin, et tu te dis, aujourd'hui, il va peut-être falloir commencer à réfléchir différemment. Ouais. Mais en fait, c'est pas nouveau tout ça. Non. Ça fait longtemps qu'on a ces problématiques. Les agriculteurs se plaignent depuis très longtemps. Exactement. J'ai l'impression que c'est tous les ans. C'est tous les ans. Et c'est normal parce qu'en fait, pour moi, un petit peu la façon de voir les choses, c'est que je dis toujours, il faut arrêter de... Comment dire ? Il faut arrêter d'essayer de juste changer la façon de faire les choses. Il faut commencer à changer la façon de voir. De paradigme, en fait. Ouais. Dans l'ensemble, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une approche complètement différente parce que là, peut-être qu'on peut comparer, par exemple, le bio. Je pense que c'est aussi peut-être un sujet sur lequel vous voulez toucher. L'agriculture biologique et l'agriculture régénérative. Parce que, bon, quand on entend agriculture régénérative, peut-être que beaucoup de gens vont se dire... Bon, finalement, c'est peut-être le bio, peut-être un petit peu mieux, peut-être dans différents aspects un petit peu moins bien, etc. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que nous, ici, donc comme j'ai dit, on a 2 entreprises. Une entreprise, le vignoble, il est en bio, il est en agriculture biologique, mais pas l'élevage. D'accord. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, je ne veux pas la contrainte du bio. Et donc, on va se dire, mais pourquoi ? Et en fait, la raison... Si on prend le bio dans son ensemble, il y a différents bio. Il y a le bio plutôt sur la partie végétale et la bio sur la partie animale. Sur le végétal, bon, moi je connais la vigne, mais c'est un petit peu la même chose sur les céréales. La grosse différence, ça va être au niveau de ce qu'on va pulvériser sur le végétal. C'est le traitement. C'est le traitement, exactement. Et du coup, c'est vrai que ça va influer sur la qualité, ce qu'on va retrouver dans le produit, quoi. On ne veut pas de produits chimiques, c'est clair. Dans nos sols et dans l'alimentation. Quand on parle de l'animal, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe, parce que le végétal va jouer un rôle, mais en fait, c'est l'animal qui va manger le végétal, et ensuite, nous, on va manger l'animal. Et en fait, du coup, sur la qualité vraiment intrinsèque du produit, la qualité nutritionnelle de ce qu'on va produire au niveau animal, que le grain soit bio ou non bio, il n'y aura pas de différence. Et donc, je pense qu'une image assez flagrante, c'est par exemple les pondeuses, les poules pondeuses. Donc sur l'œuf, qu'on soit en conventionnel, donc un modèle conventionnel, on va avoir un bâtiment par exemple de 10 000 poules pondeuses, et peut-être si on a le plein air sur le carton des œufs, là, ça veut dire qu'elles ont un accès extérieur. C'est bien, elles ont de la place à l'intérieur, elles ont l'accès extérieur, mais le grain qu'elles mangent n'est pas bio. D'accord ? C'est pour ça que c'est conventionnel. Il y en a qui font ça de manière à peu près comme le bio. Donc le bio, ça peut être pareil, 10 000 pondeuses en bio, sauf qu'il y aura peut-être plus d'espace par mètre carré, moins de poules par mètre carré parce qu'on est en bio, c'est un peu plus restrictif, et pareil, un espace extérieur plus grand parce qu'on est en bio. Et après, le grain donc, va être bio. Mais en soi, ça, c'est pas assez pour avoir un œuf qui va être différent. Au niveau, si on analyse vraiment nutritionnellement, la différence, elle n'est pas vraiment visible, quoi. Alors que moi, sur mon modèle régénératif, les pondeuses sont élevées sur les prairies des vaches. Okay ? Donc, en fait, nous, on a un système donc, d'abri mobile avec des filets. Donc, l'abri, il est complètement ouvert. Les pondeuses, elles ont un toit, des perchoirs et des pondoirs. Mais après, elles se baladent partout, elles sortent et elles sont sur l'herbe. Il y a des filets électriques qui les empêchent de sortir, mais surtout qui empêche les prédateurs d'entrer. Mais du coup, ces filets et cet abri, il va être bougé toutes les semaines.
avec le tracteur, on va venir et on va tirer cet abri. Ce qui va permettre du coup aux poules d'avoir accès à l'herbe fraîche tout le temps, en permanence. Et ça, c'est primordial parce que non seulement ça va améliorer la qualité de l'œuf, parce que j'ai entendu à vérifier, mais que les poulets, les poules, etc., peuvent avoir jusqu'à à peu près 30% de leur alimentation qui peut venir directement de la prairie. Si on a une prairie fraîche, quoi. Pas un tas de boue, quoi. Mais du coup, donc, il faut bouger en permanence cet abri, et surtout pour les vaches derrière, parce que le but, c'est quand même que les prairies de vaches, donc les vaches mangent de l'herbe, elles ont besoin d'herbe qui pousse. Si on regarde un modèle conventionnel ou bio, et on regarde l'état de l'accès extérieur à ces poulets, on ne va pas se dire, tiens, il y a des vaches qui vont aller brouter derrière, quoi. C'est impossible. C'est parce que le bâtiment est fixe. Ouais. Donc la clé, là, elle est dans la mobilité qu'on n'a pas dans le bio. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres sur les différences entre les types d'agriculture, quoi. Et du coup, pour poursuivre un peu ce fil, donc on disait que le modèle un peu classique, il était très sclérosé, c'est un euphémisme, et que du coup, toi, tu ouvres un peu une porte sur d'autres possibles. Est-ce que, à une échelle peut-être pas courte, mais on va dire peut-être moyenne, est-ce que tu sens qu'il y a quand même des évolutions qui peuvent se faire ? Là, on le voit à de multiples reprises qu'il y a des crises successives qui s'enchaînent et que les agriculteurs, c'est quand même les premiers à en payer le prix. Voilà. Est-ce qu'il y a une évolution, à ton sens, de ce modèle-là qui est envisageable ? Moi, je pense qu'elle est indispensable. Je pense que de toute façon, si on ne fait pas évoluer le système actuel, on va dans un mur. Enfin, de toute façon, on est en train d'y aller dans ce mur. C'est pas nouveau. De toute façon, si on regarde l'âge moyen déjà des agriculteurs, qui c'est qui veut devenir agriculteur aujourd'hui ? Qui c'est qui veut produire ? C'est difficile. Avec les crises là, vraiment actuelles, nous, dans la région bordelaise, on est beaucoup plus viticulture, mais il y a une crise énorme dans la viticulture qui est liée au marché. Le marché qui s'est effondré complètement. Et donc des vignes qui sont arrachées et des jeunes qui ne veulent plus s'installer, quoi. Dans tout ce qui est, on a vu tous les problèmes de maladies, etc., mais les marchés du grain, tout ça qui s'effondre. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'installer. Donc, est-ce qu'il faut trouver des solutions pour répondre à ces besoins ? Oui. Maintenant, l'agriculture régénérative, c'est une solution. Je ne pense pas que ce soit la seule solution. Mais c'est une bonne idée d'aller creuser et d'aller essayer de développer ça à travers un petit peu un mouvement. Oui, c'est ça. Moi, je me suis lancé ici. C'est pas pour juste produire comme l'ont fait les autres, etc. J'avais vraiment besoin de m'accrocher derrière un mouvement, quelque chose qui m'inspirait pour aller vraiment, en quelque sorte, me sacrifier, quoi. Le rythme qu'il faut pour mettre en place un système comme celui que je suis en train de mettre en place, il est quand même très, très contraignant. Il est plus optimisé en termes de coûts. Il y a besoin de beaucoup moins de mécanisation. Justement, on parlait des gros outils, des tracteurs, du gasoil et tout ça. Moi, j'en ai besoin de très, très peu de tout ça. Par contre, j'ai besoin d'énormément de main-d'œuvre. Moi, il faut que je sois vraiment présent parce que c'est tout en extérieur. Avec les animaux, ils sont en mouvement tout le temps, donc il faut aller les bouger. Les troupeaux, j'ai 2 troupeaux de vaches, il faut les bouger tous les jours. Donc été comme hiver, on est d'accord. Ah oui, absolument, ouais. Absolument. Oui, surtout justement en hiver, c'est encore plus contraignant parce que l'herbe ne pousse pas, donc la gestion est beaucoup plus difficile. Et puis le temps est absolument. Enfin, là, on a eu un mois de janvier et février absolument horrible. Donc c'était vraiment compliqué, quoi. Les animaux, pour qu'ils soient confortables, c'était difficile. Tu nous as expliqué que tes parents sont revenus de Nouvelle-Zélande pour s'occuper du domaine viticole familial. Et toi, ça t'a donné envie d'aller plus loin et d'ouvrir ta ferme. Ça a été quoi le déclic ? En plus, une ferme régénérative, c'est quoi le déclic ? Parce que je sais par expérience que le métier d'éleveur est parmi l'un des plus difficiles de l'agriculture. Parce que comme tu l'as dit, c'est sans cesse en fait. C'est du non-stop, il faut s'occuper des bêtes tout le temps. Ouais. Donc très peu de vacances et un rythme effréné. C'est quoi le déclic pour se lancer dans cette vie ? Non, c'est un rythme un peu de fou, hein, je dois l'avouer. C'est vrai qu'il faut un petit peu de naïveté, je pense, pour se lancer là-dedans. Mais il faut plus que ça. Il faut quelque chose, parce que moi, j'aurais très bien pu justement faire une carrière dans le vin. J'étais parti pour le faire, quoi. C'était tracé pour toi, en fait. Exactement, c'était bien tracé. Je commençais à développer les cuvées, et je le fais toujours, hein. Je suis toujours en charge de la production de vin ici au château.
Et donc vraiment, pour moi, c'est la production qui m'intéresse. Je pense que ça, c'est quelque chose, quand on parle de mouvements, les gens qui veulent s'accrocher derrière des mouvements de production durable, etc. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y en a très peu qui deviennent producteurs. Et ça, c'est la grosse différence. C'est facile. Il y a beaucoup de conseillers. Il y a beaucoup de gens un petit peu satellites justement à la production qui ont fait les études que j'ai fait, des études supérieures, des masters, des trucs. Voilà, moi j'étais là-dedans, en école d'ingé, etc. Mais quand je vois tous les gens de ma promo, ceux qui deviennent au final producteurs, c'est soit ceux qui étaient justement de familles de producteurs, les grosses fermes familiales, etc. Donc là, pour un ingénieur, c'est intéressant de reprendre ça et de continuer un petit peu le flambeau. Mais après, tout le reste, en fait, deviennent vraiment, soit travaillent pour des grosses entreprises agroalimentaires ou deviennent conseillers, etc. Mais justement, à cause de ce rythme, ne veulent pas se lancer vraiment dans la production. Et moi, au contraire, finalement, c'est ça qui m'a un petit peu qui m'a accroché, quoi. Le vin, en fait, pourquoi je continue le vin, mais pas que, et pourquoi je me suis vraiment lancé les deux pieds dans cette nouvelle aventure, c'est que pour moi, le vin, c'est un produit donc qui est très culturel, et très important pour les Français, mais c'est aussi après un produit qui est assez neutre. C'est-à-dire que tout le monde aime les producteurs de vin, c'est bien, c'est un bon produit, mais voilà, c'est pas un produit de première nécessité. Quand on parle c'est pas les animaux, c'est pas la viande, c'est vraiment la protéine animale. Là, on va se retrouver dans un sujet qui irrite un peu, qui est... Il est clivant, ce sujet. Exactement. Il y a des gens qui sont vraiment pour, il y a des gens qui sont vraiment contre. Tout le monde a des opinions incroyables dessus. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me concentrer un petit peu dessus et aller creuser, quoi. Et c'est là, en fait, à travers un petit peu au hasard, mais vraiment un petit peu, je pense, par cette sensibilité, encore une fois, anglo-saxonne, que je me suis retrouvé à voir ces fermes aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, qui travaillaient différemment, qui travaillaient vraiment... pour la première fois, j'entendais un petit peu ces termes de régénération des sols. On ne parlait plus de durabilité, de raisonner, parce que pour moi, tout ça, c'est quand même une production qui va au détriment de l'environnement naturel, quoi. On est en train, petit à petit, de le détruire, mais c'est raisonné. Donc ça va diminuer quand même. On est en train de miner notre sol, mais on essaye de faire ça le plus doucement possible. Et ça me plaisait pas. J'étais là, mais c'est pas possible. Je vais pas me lancer dans une production là-dedans. Là, au final, le consommateur, il va voir à travers, et ça va pas. Pour le long terme, c'est pas bon, quoi. Et donc, en fait, c'est quand j'ai découvert ces façons de produire qui permettent, au final, d'améliorer la qualité du sol et l'écosystème, la biodiversité de manière générale, que je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose, ça vaut le coup de creuser. Et l'avantage de ce type d'agriculture, ce mode d'agriculture, c'est que les coûts sont vraiment réduits. La porte d'entrée, elle est vraiment facile, quoi. Donc moi, j'ai pu démarrer, par exemple, avec des poulets. C'était le plus facile. Ça ne m'a coûté rien d'acheter vraiment 50 poulets démarrés, des poulets 4-5 semaines, quoi. J'ai construit cet abri mobile que je l'avais vu justement dans des vidéos. Je l'ai déplacé, tout ça, je leur donnais à manger. Mais là, je n'avais pas du tout d'entreprise ou quoi que ce soit. C'était pour tester et vraiment voir la qualité avec la famille, avec les amis, voir ce que vous en pensez. Et après, je me suis dit, non, le produit est là, j'ai des bons retours, on va tester les cochons. Je me suis pris mes 2 premiers cochons, on a testé ça. Je dis ça, ça met quand même des contraintes, mais bon, je suis déjà producteur en quelque sorte, donc j'ai déjà des animaux, on avait déjà un troupeau, donc j'étais déjà là, j'étais déjà attaché à la terre, donc j'étais prêt à faire ce pas. Et après, c'est avec ces petits tests que je me suis dit, c'est bon, là, il y a vraiment quelque chose, il faut que je me lance à fond, quoi. Ouais. Et c'est rigolo parce que du coup, donc, le château familial s'appelle Carbonneau. Et donc toi, tu as simplement décliné ce nom en carbone eau pour ta ferme, donc c'était un peu prédestiné, j'ai envie de dire. Mais est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que l'élevage régénératif vient améliorer la santé des sols, justement, parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé de l'aspect santé pour les humains qui mangent ces animaux, pour les animaux eux aussi, et que c'est beaucoup plus naturel pour eux. Mais en fait, du coup, c'est quoi l'impact sur les sols ?
Ouais, non, c'est une bonne question. Et c'est vrai que le jeu de mots est intéressant, carbone eau, et ici le lieu dit vraiment carbono. Ça s'y est bien prêté parce que vraiment les principes de base de l'agriculture régénérative, c'est améliorer le stockage du carbone atmosphérique, hein, le CO2, quoi, à travers justement l'élevage ou les cultures, pour améliorer le stockage du carbone dans le sol, pour améliorer la fertilité du sol, et aussi le stockage de l'eau. Par ce principe-là, ça l'améliore, et du coup on a plus d'eau stockée dans le sol, ce qui permet plus de résilience, par exemple en période de sécheresse, etc., pour que l'herbe reste plus verte, que les animaux aient plus à manger, etc., quoi. Et comment ça fonctionne? Oui, voilà. Le concret maintenant. Donc en fait, le plus facile pour s'imaginer le fonctionnement, c'est de prendre les ruminants. Donc ici, c'est les vaches. On pourrait prendre des moutons, etc. Mais vraiment les ruminants, donc, avec la combinaison avec la volaille, pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va prendre les vaches. Donc on va prendre un troupeau et on va le mettre sur les prairies. Et on va diviser nos prairies par exemple en 30 parcelles différentes. Tout ça, c'est géré à la clôture électrique, parce que ça permet vraiment d'ouvrir et de fermer des prairies très facilement. Et donc, on va avoir à l'instant zéro notre troupeau sur la première parcelle. Et tous les jours, on va changer de parcelle. Donc, on va la mettre sur la deuxième parcelle. Absolument tous les jours. Voilà. Le dimanche, les jours fériés, Noël, Pâques, tout ce que tu veux. Ça bouge tous les jours, quoi. Donc, on va les bouger. Pourquoi? Donc, déjà pour que l'animal ait accès à de l'herbe fraîche tous les jours, pour qu'il puisse se sentir bien, exprimer son instinct naturel à travers ce qu'on parlait un petit peu, on a évoqué un petit peu le biomimétisme. Et du coup, en les bougeant tous les jours, suivant la saison, ça va être des rotations plus ou moins longues, ils vont se retrouver au bout de 30 jours, voire 60 jours, et en été, des fois, quand ça pousse pas beaucoup, même jusqu'à 90 jours, avant de se retrouver au point numéro 1, quoi. Okay. Et du coup, en fait, ça permet le repos du sol, et du coup, donc non seulement à l'herbe de repousser, mais aussi à la fertilisation des vaches, des bouses, de bien s'intégrer au sol pour justement que ça repousse mieux. Donc ça, c'est le premier aspect, que seul vraiment le ruminant peut faire ça. Il va arriver, il va tailler l'herbe finalement, comme on taille un rosier, etc. Mais l'herbe à la prairie permanente, quoi, la culture permanente, pérenne, a vraiment cet avantage de repousser de manière infinie si les conditions sont bonnes, quoi. Donc dans une saison, si on a des pluies comme on veut, des températures comme on veut, etc., on va avoir énormément de pousses d'herbe, et du coup la capacité des animaux de repasser, etc., tout en améliorant justement cette fertilité par leur fertilisation. Voilà. Et ensuite, pour la volaille, par exemple, pour mettre les deux un petit peu en jeu, qui vont passer, comme je l'ai dit, par exemple les pondeuses, sur les prairies des vaches directement, elles vont passer derrière les vaches. Donc les vaches vont venir d'abord, vont couper l'herbe, vont fertiliser avec leur bouse sur des parcelles qui sont assez réduites, donc pour avoir vraiment une efficacité de la fertilisation. Et ensuite, on fait passer les pondeuses qui vont arriver. Et qu'est-ce qu'elles font, les volailles, les oiseaux de manière générale? Ce qu'ils adorent, c'est d'aller justement aller creuser dans les bouses des vaches et aller chercher les vers ou même les petits parasites qui permettent de sanitiser, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais de nettoyer, on va dire, les parcelles pour les vaches qui reviennent derrière, quoi. Donc ça va du coup permettre aussi de disperser la fertilisation, les bouses des vaches, pour justement que ça s'intègre mieux au sol. Donc là, on voit vraiment la complémentarité des espèces qui, justement, au lieu de détruire davantage l'écosystème, on va justement par les deux espèces, en les ajoutant, en additionnant les espèces sur la même parcelle, on va améliorer la qualité du sol, quoi. Et par ça, améliorer aussi la qualité du produit fini, quoi. C'est très important. Ouais. Donc là, les ruminants et les poulets. Voilà. Et les autres. Et après, il y a les porcs. Ouais. Donc après, nous ici, c'est les trois espèces qu'on élève. Donc les porcs, eux, ils vont travailler, on va dire, en forêt et en prairie aussi.
mais en prairie arborée. Le porc, lui, il est plus sensible quand même au soleil, à la chaleur, etc. Donc naturellement, hein, quand on pense aux animaux sauvages, on pense au sanglier par exemple, il se retrouve beaucoup plus en forêt, quoi. Et on ne va pas le retrouver en pleine prairie. Voilà. Donc le porc, c'est important encore une fois de respecter son instinct naturel. Et donc nous, on va avoir des lots de porcs. Là, on a un lot. En ce moment, on a à peu près entre 20 et 30 porcs ensemble. Et donc eux vont se retrouver, encore une fois, soit dans des prairies. Là, ils commencent à rentrer sur les prairies. C'est l'hiver dans la forêt. Et ensuite les prairies pour la saison, parce que l'herbe peut repousser, etc. Si on les mettait en prairie en hiver, ça serait compliqué parce qu'ils sont très destructeurs. Mais on va les bouger aussi. C'est vraiment cette mobilité qui est très importante. On va les bouger à peu près chaque semaine. Parce que le porc, c'est pas comme un troupeau de vaches. Il a déjà il n'est pas... il n'a pas plusieurs estomacs, c'est pas un ruminant, il ne mange pas que de l'herbe, il faut l'alimenter en grains, comme le poulet d'ailleurs. Mais du coup, ça fait que on peut le bouger à peu près une fois par semaine. Il va avoir quand même un effet de perturbation assez important suivant les conditions. Là, s'il pleut un peu, ça détruit pas mal. Donc il faut l'enlever pour justement laisser le temps au sol de se régénérer, de repousser, de redonner encore plus d'herbe. Le porc aussi a cette capacité de donner encore plus de fertilité au sol pour que quand il revienne dessus, des fois c'est à peu près 2 mois plus tard, des fois si c'est la forêt justement qui est encore un écosystème encore plus fragile parce qu'on n'a pas l'effet de la lumière qui fait repousser l'herbe, etc. Il n'y a pas d'herbe en forêt. Donc ça, ils y vont en hiver, c'est assez destructeur, mais ils n'y retournent pas avant l'hiver d'après. Donc on a 1 an de repos, quoi. Et voilà, et donc ça va être après le même système, mobilité, mais entière, quoi. Il n'y a pas une plateforme bétonnée à un endroit où ils viennent manger, etc. C'est vraiment, on bouge toute leur alimentation, l'eau et tous les porcs pour vraiment qu'ils ne touchent plus à cette partie-là pendant un certain temps. Ça nécessite combien d'hectares d'espace pour pouvoir justement faire de l'élevage régénératif, en l'occurrence? Donc là, on va parler vraiment d'agriculture extensive. Donc là, c'est vraiment le terme est important parce que c'est vraiment la différence au modèle, je pense, français-européen par rapport au modèle plus, encore une fois, anglo-saxon. Après, anglo-saxon, il y a tout. Il y a du très intensif. Tu l'as dit. Si bon côté du modèle anglo-saxon. Voilà, exactement. Les gens qui réfléchissent un petit peu avec justement cette sensibilité pour leur environnement, etc. Mais donc, dans ce modèle extensif, oui, on ne va pas pouvoir... le terme, ça va être charger le nombre d'animaux par hectare de manière incroyable, surtout au niveau des vaches. Parce que les vaches, finalement, c'est le plus important. Quand on parle d'hectares, c'est vraiment les ruminants parce qu'ils mangent de l'herbe. Ça aussi, on peut rentrer un petit peu dans les détails parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le monde à l'envers. Il y a beaucoup de vaches qui mangent pas beaucoup d'herbe, elle mange beaucoup de grains, et ça va à l'encontre de beaucoup de choses, et c'est un petit peu le cœur du sujet des problématiques qu'on a au niveau de la santé, je pense. Mais un ruminant, normalement, est censé manger de l'herbe, et du coup, ça va demander pas mal d'espace. Et suivant où on se trouve aussi au niveau climatique, au niveau de la région, nous, on se trouve dans une région qui a pas mal de fertilité, mais ça dépend un petit peu la référence. Mais si on va plus dans le nord de la France, on va se retrouver avec des terres beaucoup plus fertiles qui permettent justement de réduire l'espace pour le nombre de vaches par hectare. Mais moi, par exemple, pour vraiment vous donner un ordre d'idée, ici, on a actuellement, si on mélange vraiment tout âge de vaches avec les petits veaux et tout ça, on a une centaine de vaches sur 2 troupeaux. Et puis, on a en tout à peu près 80 hectares. D'accord. 80 hectares pour gérer ça. Et après, les porcs et les volailles, les volailles déjà elles sont sur les prairies des vaches, donc c'est pas grave. Et les porcs, ça reste quand même confidentiel au niveau de l'espace. Moi, les 30, là on va monter encore un petit peu. Si on se retrouve en tout 4-5 hectares, c'est maximum. Mais après, 100 vaches par rapport à 30 porcs, on n'est pas du tout sur la même quantité de production. Mais après, un porc, ça prend à peu près en moyenne 1 an pour élever un porc. Si on par rapport industriel, on est à 4-5 mois. Donc on est déjà... C'est fou. Non, mais c'est fou. Et si on parle vache, moi je produis du bœuf. Du bœuf, ça peut être femelle ou mâle, mais du bœuf pour arriver à maturité, moi c'est 4 ans. D'accord. Il y en a normalement aujourd'hui, les gros marchés de viande bovine, on se retrouve sur justement des taurillons, parce qu'il
après, il y a des détails sur la castration, etc. Mais des taurillons donc non castrés, donc si on les élevait plus longtemps, ça deviendrait des taureaux, donc trop musclés, la viande serait pas bonne. Eux, on parle de 1 an, 1 à 2 ans, quoi. Ok. Donc pour arriver jusqu'à 4 ans, il faut avoir un cheptel, un nombre d'animaux important, parce qu'il faut les mères, les 0 ans, les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, et après c'est les 4 ans qu'on utilise pour la viande, quoi. Ce que je trouve... Alors, tout ce que tu dis est hyper intéressant. Je suis désolée, je vais accaparer le micro, pardon. C'est hyper intéressant, mais ce que j'entends qui me fascine, c'est que tu nous as dit dès le début, il faut faire attention entre appellation bio, qu'on pense au-dessus du lot parce que c'est bio, etc., et agriculture régénérative. Et en fait, tu es en train de nous dire que le bio peut être industriel, et auquel cas, c'est bio, mais c'est pas top non plus, alors que l'agriculture régénérative, elle va suivre le cycle de vie de l'animal, mais aussi de la terre, finalement, et que ça a peut-être plus de vertus, plus de bienfaits que d'aller choisir sa viande bio chez Leclerc, en gros. Alors... Non, je suis manichéenne quand je dis ça. Non, mais c'est bien parce qu'il faut vraiment les poser ces questions, parce que c'est vrai que le consommateur, en fait, il est un peu perdu. Tu vois, totalement. Mais c'est ça. Et puis... On est 2 urbaines à la base, hein, donc effectivement, ça nécessite de reposer le b.a.-ba. Je pense que vous vous intéressez aussi quand même beaucoup à ces sujets-là, donc vous allez creuser un petit peu. Mais même en creusant, c'est quand même difficile de comprendre tous les détails. Moi, c'est plus que mon métier. Moi, c'est vraiment, vu que je suis à contre-courant un petit peu de ce qui se fait, je vais toujours aller creuser plus loin. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. En fait, c'est pas ton métier, c'est ta vocation à ce stade. C'est une passion-vocation, quoi. Oui. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est vraiment, moi, je vis vraiment pour ça. Aujourd'hui, je suis obligé. Bon. Alors que tu as un look de surfeur, c'est ça qui est dingue. Ouais, écoute. Ouais, je sais pas si j'aurais pu faire surfeur, mais ouais. Bon, bref. Non, mais la question, elle est bonne, mais en fait, le bio aujourd'hui, c'est un petit peu la référence pour ce qui est agriculture, justement, bonne pour l'environnement, on va dire. Mais c'est surtout un label. Et donc, qui dit label dit une certaine opacité, en fait. C'est-à-dire que label, ça va surtout être utilisé pour la grande surface, hein, donc là, c'est ce que tu évoquais, alors qu'agriculture régénérative, déjà, ce n'est pas un label, et du coup, on ne va pas vraiment en trouver en grande surface. Il n'y a aucun intérêt, parce qu'on produit vraiment, comme je vous ai expliqué, des produits qui sont tellement différents, dans tous les sens du terme, que s'ils se retrouvent en grande surface, sous aucun label, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on va les vendre à peu près au même prix. Les gens ne sont pas prêts à payer plus pour quelque chose dont ils ne sont pas sûrs, quoi. Donc c'est pour ça que je suis obligé aussi de vendre en direct et d'avoir vraiment beaucoup de transparence sur ma façon de faire pour qu'ils comprennent. Mais du coup, voilà, c'est vraiment ça. Moi, je pense que le label permet toujours un petit peu cet abus, cette industrialisation. Je pense qu'il y a des très bons producteurs bio, ça, il n'y a rien à dire. Mais ils ne sont pas juste bio, ces producteurs. Ils font beaucoup plus que juste du bio. Tu vois, ils font vraiment l'effort. Encore une fois, eux, c'est cette histoire de vocation, de volonté, de vraiment d'être proche de l'animal, etc., que j'ai moi. Mais de bio de manière générale, il n'y a pas du tout cette proximité. Les gens, ils vont toujours aller vraiment à la limite de ce qui est faisable, quoi. Pour avoir le label. Pour avoir le label, mais derrière, il y a de l'abus, quoi. On se base sur ce conventionnel. Et le bio, finalement, il a été dicté par qui ? C'est pas les agriculteurs qui dictent les règles. C'est des gens dans les bureaux. Hein. C'est pas. Enfin, moi, tu mets des normes sur un bout de papier en disant c'est ça. Mais c'est marrant parce que du coup, tu associes la labellisation à de l'opacité, alors que concrètement, moi, en tant que consommatrice, j'associerais plutôt un label, au contraire, à une transparence et à quelque chose de plutôt rassurant. Donc, c'est marrant d'avoir cette dissociation. Ouais. Est-ce que, du coup, ça pourrait être une des pistes, peut-être, d'avoir des labels qui soient plus exigeants ? Et est-ce que, du coup, ça existe des labels qui pourraient représenter ces modes d'agriculture et d'élevage, donc beaucoup plus poussés et régénératifs ? Après, il y a par exemple Déméter, Nature et Progrès ou des choses comme ça. Est-ce que, là encore, on est encore dans de l'opacité ou alors quelque chose de brouillon qui ne signifie pas totalement la même chose que ce que tu veux faire ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Est-ce qu'il faudrait que ça existe ? Là, c'est une question vraiment compliquée. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même tâté avec pas mal de labels, surtout dans la partie vin, parce qu'on est en bio aujourd'hui, et ça, c'était ma volonté quand je suis revenu. On a fait la transition à peu près en 2018.
Moi, je suis revenu en 2016, donc c'était vraiment une des conditions pour revenir et développer la partie vin. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui se lancent dans le vin, dans la vigne, la base, c'est de se mettre en bio. On va dire, voilà. Dans le vin, il y a aussi cette partie, et là, tu as parlé de Déméter. Il y a la partie biodynamie. Tu vois, ça, c'est un autre label, mais qui est, on va dire, c'est le bio encore plus poussé. Si on le prend, je pense que le consommateur, c'est ce qui se dit. Mais maintenant, Déméter, encore une fois, si on regarde vraiment en détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis agriculteur, je suis producteur, je suis proche de mes animaux, tout ça, et je te promets que j'arrive pas trop à comprendre ce que ça veut dire. Alors qu'on a essayé la transition, on l'a faite. Hein. Moi, il y a des vins, j'adore, mais vraiment des vins en biodie. Pour moi, enfin, il y a beaucoup de bons vins, mais en biodie, souvent, tu trouves quand même des vraies pépites, quoi. Parce que c'est des gens qui sont allés beaucoup plus loin que juste le bio, quoi. Ils sont allés vraiment trouver les petits détails, que ce soit vraiment dans la vigne, mais aussi dans le vin, comment ils vont le faire et tout ça. Tu sais que c'est le mec qui est proche de la terre, quoi. Mais c'est pas le label qui te dicte ça, quoi. Encore une fois, le label, bon, le Déméter, il permet un peu moins l'industrialisation, justement, parce qu'il y a certaines choses, surtout dans le vin, qui sont très contraignantes, finalement, que tu peux pas industrialiser. Mais il y a des choses où je me dis, mais tu vois, si tu as des vignes en Bourgogne, tu sais, où toutes les vignes sont rapprochées, ton voisin, tu vois pas la différence, quoi. Ils ont tous les vignes à côté. Tu as 3 rangs de vignes, c'est ton grand cru, je sais pas quoi. Et celui-là, il est en Déméter, mais à côté de la vigne d'à côté, quoi. Elle est en conventionnel, quoi. Bon, le mec qui pulvérise son truc un jour de vent, il arrive partout sur ton Déméter, hein, parce que tu as 3 rangs et tu n'as pas le choix, quoi. Tu es squeezé entre deux. Et surtout, le principe fondamental du Déméter, c'est un peu ce cycle fermé de la production avec la fertilisation qui est d'origine animale. Mais aujourd'hui, les gens qui produisent en Déméter, il y en a très très peu qui ont même des animaux. Il y en a très peu, je ne sais même pas s'ils ont déjà vu des vaches, quoi. C'est vraiment à ce point-là, alors que la vache joue un rôle central dans cette fertilisation, quoi. Et moi qui suis ici, et on a le vignoble, on a les animaux, on a tout ça, et je fais le choix de ne pas être biodynamique, tu vois. Alors que, mais là, je pourrais te raconter des histoires incroyables sur la bouse de corne et tout ça que j'utilise dans mes vignes. En plus, c'est moi qui la produis, je te montre tout ça. C'est pas que j'y crois pas, mais c'est qu'il y a tellement de travail à faire avant d'arriver là, tu vois, avant de commencer à parler des astres et des trucs, tu vois, des trucs qui sont... Peut-être, oui, la Lune influe énormément sur beaucoup de choses dans le végétal, dans le vivant, etc. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question. Il faut voir différemment beaucoup de choses avant de se dire, tiens, il y a des mecs qui font des règles dans des bureaux, là, sur un cahier des charges Déméter qui est très poussé, qui a l'air incroyable, que même l'agriculteur n'arrive pas vraiment à comprendre. Avant de faire ça, il faut se dire, bon, attends, est-ce que mes animaux sont élevés de la bonne façon ou pas ? Et qu'est-ce que je peux vraiment améliorer avant de me dire, attends, je vais aller, je sais pas, à l'abattoir, prendre les cornes, remplir de bousses de vache, les enterrer pendant toute une saison et après les mettre dans mon fumier. Hein. Nous, on a notre fumier, on le composte, on l'étale dans nos vignes, on l'utilise. Mais j'ai pas besoin d'inoculer pour l'instant. Tu vois, enfin, il y a toutes ces choses-là où je me dis, mais c'est tellement poussé. Attendez, les gars. Reprenons les bases. Sens, quoi. Ouais. Voilà, reprenons les bases d'abord. Et ça, c'est là où je trouve que voilà, le label a un petit peu ses limites, quoi. Pour moi, c'est pas le label qui est important, c'est vraiment la transparence. C'est vraiment jouer sur être complètement transparent avec son consommateur. Malheureusement, pour ça, la grande distribution, c'est compliqué. Et plus il y a d'intermédiaires, plus c'est compliqué d'être transparent, quoi. Donc, c'est vrai que pour développer un modèle comme ça, à l'échelle où ça fait vraiment une différence, il y a un moment donné, il va falloir passer par la grande distribution. Donc là, les solutions, voilà, elles sont plus compliquées à trouver. Pour moi, j'y suis pas encore. Je suis pour l'instant vraiment en train de le monter. C'est quand même très récent. Il y a beaucoup de temps avant d'arriver à développer tout ça. Mais je pense qu'il y a des étapes intermédiaires avant ça qui passent pas par un label, quoi, qui vont passer par d'autres étapes plus indispensables pour ensuite réfléchir à ces questions-là. J'ai 2 questions. La première, c'est... Alors déjà, je suis ravie de t'avoir à notre micro parce que j'adore ta vision de l'agriculture et ça fait du bien. Donc tu es revenu des US, c'est ça, en 2018 ? C'est des US que tu es revenu ?
Alors C'est pas ma question, mais ça va. ouais. Ça va Non, participer. moi j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, même Ouais. avant de rencontrer ma femme China. C'est un petit peu justement comme ça que je l'ai rencontrée. Enfin, ma petite sœur habite à New York D'accord. et elles se sont rencontrées avant que je rencontre China. Mais moi, je travaillais un petit peu au Colorado, D'accord. mais c'était dans le vin et c'était dans le commerce du vin justement pour importer des vins français là-bas. Maintenant, je travaille justement. En fait, c'est ma femme qui a repris cette partie-là et qui le développe aux États-Unis. Donc, c'est ça un petit peu mon lien avec les États-Unis. Ouais. Quand tu es revenu, tu as dit la condition, c'était qu'on passe au bio, les vignes. Tes parents, ils en ont pensé quoi de ça? Bonne question. Alors, ils en ont pensé quoi de ça? Et quand tu leur as dit, bon, les vignes, elles sont bio maintenant, je vous les laisse. Moi, je me lance dans l'élevage régénératif. Ouais, c'est ça. Non, c'est des bonnes questions. Là, on touche un sujet qui est encore différent. C'est pas le bio ou c'est pas le régénératif. C'est vraiment la partie générationnelle, la partie entente entre justement un agriculteur et son enfant. C'est ce qu'on disait en fait depuis le début. C'est ce qu'on a dit au début, justement, l'ancienne génération des agriculteurs versus la nouvelle. Ouais, exactement. Et c'est peut-être la partie la plus importante en fait de tout ce qu'on est en train de raconter. On peut parler de labels, de trucs et tout. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que si les exploitations agricoles ne se transmettent pas comme il faut, et en plus de ça, de toute façon, il faut beaucoup de gens extérieurs qui s'intéressent aussi et qui se lancent dans la production. Je dis bien la production, pas le conseil. On a assez de conseillers. Il faut des agriculteurs. Mais pour ça, il faut que déjà les transitions se passent bien, quoi. Et donc pour nous, ça a été un travail de fond qui a été long. Dû les convaincre, du coup. Oui, bien sûr. Non, mon père, lui, était sur... En fait, il faut comprendre que mes parents se sont installés ici en 92. Il n'y avait pas vraiment un vignoble en fait ici. Il y avait quelques parcelles de vignes, c'était vendu les raisins à la cave coopérative. Mais en fait, il y avait toute une génération avant eux qui n'a pas habité le château ici. Le château, c'était un peu une ruine. Il y avait tout à faire en fait. Mes parents ont eu un petit peu, je dirais pas une obligation, mais c'était en gros les parents de mon père qui ont dit tu reprends ou on vend quoi. Alors qu'ici, ça avait été un petit peu abandonné pendant une génération. Ils venaient un petit peu en vacances, etc. Et mon père a dit, ça y est, mon projet de vie, du coup avec ma mère, c'est de reprendre le château, de lancer la production, de monter un vignoble qui est de qualité, de produire des bons vins, de vendre ses bouteilles, développer son réseau commercial, etc. Donc ça a été toute sa carrière pour en arriver là, quoi. Mais du coup, il n'y avait pas... De toute façon, on n'évoquait pas beaucoup à l'époque, je pense, les questions de plutôt environnementales, quoi, le bio, les labels, etc. On n'en parlait pas trop, quoi. Les années 90, non, pas trop. Pas trop, non. C'était surtout arriver à produire un produit de qualité. Avant ça, je pense qu'ils avaient vraiment d'autres problématiques. C'était, par exemple, sur le vin, c'était vraiment trouver des vins qui étaient assez stables, qui étaient constants, qui donnaient une bonne qualité. Donc, ils sont arrivés à faire ça. Et ensuite... notre génération, quand on est arrivé justement à s'intéresser à tous ces sujets-là, produire un vin de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est bien, mais tout le monde fait ça finalement. Vraiment autour de nous, il y a eu tout un écosystème, surtout dans la région bordelaise, une bulle qui s'est créée autour du vin, et tout le monde savait produire un vin correct, quoi, buvable, même pour 2 balles, quoi. C'était vraiment... et aujourd'hui, c'est un peu le problème, quoi. C'est le revers de la médaille. Mais du coup, on s'est posé la question, plutôt comment est-ce qu'on peut produire de manière plus intelligente et moins dépendre justement des produits, etc., chimiques. Et donc voilà, pour moi, c'était vraiment le premier déclic, le premier intérêt que j'ai eu et la première condition pour revenir, c'était ce passage-là. Et forcément, des petits clashs avec mon père, parce qu'au début, c'était compliqué. On a même fait une transition, on était presque en bio, on faisait tout, quoi. Parce qu'il comprenait que oui, le glyphosate sous les rangs, c'est pas top pour le sol, etc. On va travailler mécaniquement dessous, mais ça demande tellement plus de travail et de coûts que, en fait, on faisait tout le bio, mais il acceptait pas le label encore, tu vois. Après, mon frère est arrivé, on a réussi à le convaincre. C'était quoi son frein au bio? Je dirais pas que c'est idéologique, parce qu'aujourd'hui, même sa génération, le bio, tout le monde l'a accepté.
Mais il y avait une époque, et c'était pas il y a si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, quoi. C'était vraiment difficile. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec le regard de l'extérieur, tu sais, du monde agricole, un petit peu cette pression qu'on a des voisins, tout ça. Mon père, quand il s'est lancé, il n'avait pas le bagage de l'éducation, le bagage technique que j'avais moi par justement mes études, tout ça. J'étais déjà dans ce milieu agricole. Donc je suis arrivé, j'ai fait mes expériences, tout ça. Lui, il est arrivé, il a fait des études agricoles, mais il venait vraiment de l'extérieur. Il n'était pas spécialisé dans le vin. Donc il a dû apprendre vraiment des voisins. Beaucoup dépendent des voisins pour apprendre les techniques, tout ça. Et donc se dire, on va se lancer en bio alors que les voisins ne sont pas, il y a un peu cette pression, un petit peu, je pense, du voisinage. Aujourd'hui, il y en a beaucoup en bio, hein, c'est tout à fait normal. Hein, autour de nous, c'est pas 50%, mais il y en a beaucoup, quoi. Et donc aujourd'hui, voilà, on arrive à l'accepter. Et bon, on a franchi beaucoup de pas aujourd'hui où, comme de toute façon, lui approche la retraite et voit très clairement que bon, ben, voilà, on arrive à faire tourner une entreprise. Tant bien que mal, avec justement le bio, avec l'agriculture régénérative, la vente directe au consommateur. Et il voit que les gens sont beaucoup plus sensibles à ça. Le consommateur, il les voit de plus en plus. Et bah, maintenant, il a non seulement accepté, mais je pense qu'il en est fier, quoi. C'est le meilleur partisan du bio maintenant, du coup. Oui, plus ou moins. Ouais. Non, je pense qu'il a complètement pris conscience de ça. Lui, son environnement, ses amis, tout ça, et même l'agriculture régénérative, en fait, quand il voit comment je m'occupe de mes animaux, par rapport à comment les autres le faisaient, tout ça, tu vois, bon, lui, c'était toujours à petite échelle, quoi. Et il n'en dépendait pas économiquement. Au début, c'est sûr, il croyait que c'était complètement farfelu. Comment est-ce que Pierre, il va vraiment se lancer? Est-ce qu'il va tenir son truc et tout ça? Mais maintenant qu'il voit que voilà, je suis vraiment mordu et c'est ma raison d'être, quoi, hein, vraiment dans ce milieu-là, eh ben, il trouve ça formidable, hein, vraiment. Et du coup, on parle du regard des autres. Et comment est-ce que toi, t'es perçu par les agriculteurs et les éleveurs qui sont autour? Est-ce qu'ils te regardent plutôt avec curiosité? Au contraire, ils se demandent un peu ce que tu es en train de faire. Enfin, c'est quoi la mentalité des autres et leur intérêt pour ton projet? Ouais. Bah, alors déjà, je pense que c'est important de dire qu'on est dans une région où il y a très peu d'élevage. Encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de vignes, quoi. On est dans une région très spécialisée vignes. Donc finalement, il n'y a pas énormément d'éleveurs avec qui échanger, quoi, autour. Moi, j'ai pas vraiment eu de mentor, etc. C'est peut-être une bonne chose, justement, parce que ça m'a permis justement d'aller voir ailleurs, etc. Mais du coup, il n'y a pas eu énormément d'échanges. Et surtout, les échanges que j'ai avec les éleveurs, c'est plutôt des éleveurs d'un certain âge. Enfin, d'un certain âge. Pas de ma génération, on va dire, quoi. Il y a encore moins d'éleveurs de ma génération autour d'ici, quoi. Et du coup, quand tu parles à un éleveur qui a déjà la cinquantaine, bah, du coup, il n'a pas du tout la même... c'est pas qu'il n'a pas la même approche, mais c'est qu'il ne va pas vraiment changer sa façon de faire, alors qu'il a déjà fait la plupart de sa carrière. C'est quand même plus difficile. Voilà. Et encore une fois, moi, je ne suis pas là pour les convaincre et tout ça. Donc ça, c'est une chose. Je n'ai pas énormément d'échanges. J'en ai un petit peu et il y en a qui posent des questions, tout ça, mais ça ne les fera pas changer, ça, c'est sûr. Ouais, donc voilà un petit peu cette partie-là. Je pense que c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Moi, je suis très focalisé dans le développement vraiment de la ferme, etc. Je parle beaucoup avec mes consommateurs, enfin mes clients, quoi. Mais qui sont tes clients d'ailleurs? Tu parlais de vente directe, tu vends à qui? C'est ça. Donc, quand je dis je vends en direct, c'est vraiment aux clients. Donc nous. Voilà, exactement, Okay. les gens, mais les locaux. Donc je fais aussi de la restauration. Donc je travaille en direct avec quelques restaurants. C'est vraiment très confidentiel parce que notre production finalement par rapport à la demande de la restauration est assez petite. Mais donc je commence à créer vraiment... là aussi c'est quand même un travail de fond parce que les restaurants ont des demandes assez spécifiques, etc. Donc il faut monter un petit peu des partenariats avec les restaurants sur du long terme. Quand eux veulent du porc, ils veulent un porc, ils veulent presque tout dans le porc, quoi. Donc après, il ne reste pas grand-chose à vendre aux autres et tu ne veux pas leur vendre que ce qui reste, quoi. Ouais. Donc il faut limite produire pour eux aussi, quoi. Donc il faut pouvoir prévoir ça sur du long terme, quoi. Bon, la volaille, ça va plus vite, et le bœuf, c'est encore plus long. Mais finalement, moi, pour
atteindre mes clients en direct, j'ai opté, et donc là encore une fois, quelque chose de différent. Je ne fais pas du tout de marché de producteurs. Zéro. Donc ça, c'est très très courant pour la vente directe des petits producteurs. C'est d'aller sur le marché une fois par semaine, par exemple, et de développer sa clientèle, etc. Moi, j'ai fait un peu le pari fou. Bon, c'était osé, hein, parce que du coup, ça demande quand même beaucoup plus de travail, parce qu'il faut les trouver, les clients. Les gens, ils ne savaient pas que je produisais de la viande. Hein. Ils savaient peut-être qu'il y avait 3 vaches qui se baladaient, quoi, mais voilà. D'ici à vraiment devenir une référence pour eux, pour venir, venir acheter leur viande, ça a pris du temps. Et moi, j'ai monté mon site internet sur la plateforme Shopify. Tu vends de la viande en ligne. Exactement. Wow. Et ça, c'est Tu peux venir la chercher ici, hein, par contre. Je suis désolée, tu ne pourras pas te faire livrer chez toi. Après, on mettra le lien quand même en commentaire, mais bon, après, il faut faire un petit déplacement jusque ici. Après, on fait aussi. Donc là ouais, c'est vrai que la plateforme, ça, c'est vraiment super. Quand on s'y intéresse, moi, j'ai toujours été très, très intéressé par toute la partie un peu tech pour justement alimenter tout ce que je fais. Et je pense que ça me donne un avantage quand même assez important sur beaucoup de gens autour. Hein. Quand je leur parle de ce genre de choses, ils me disent « mais qu'est-ce que c'est quoi ?» Ils comprennent pas trop. Mais du coup, voilà, comme tu disais, je vends, donc je mets mes pièces en vente. Je vends. Normalement, les gens qui vendent de la viande, pas forcément en ligne, mais qui vendent au direct aux consommateurs, ils vendent souvent en colis. Surtout quand on parle de bœuf, du coup, il faut acheter 15 kilos de viande. Et du coup, tu n'as pas forcément tout ce que tu veux. Tu as beaucoup de pièces que tu ne vas pas forcément manger. Et du coup, en fait, ton congélo, il est plein. Et pendant des années. Exactement. Et l'expérience que j'ai eue, moi, au début, je commençais par là, normalement. C'est normal. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des consommateurs qui ne revenaient pas. Et quand je leur parlais, ils me disaient « bah ouais, mais j'ai pas tout mangé, quoi ». Je disais, putain, il faut changer quelque chose, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, petit à petit, avec le développement justement de ma clientèle, que en fait, le mieux, c'était de vendre vraiment à la pièce. Donc, la personne qui veut acheter un steak haché, elle peut acheter un steak haché. D'accord. Après, il faut qu'elle vienne le chercher ici à la ferme. Mais j'ai réussi vraiment à développer une clientèle très locale, quoi, ultra locale. Donc, les gens sont prêts à faire ce déplacement. Pour l'instant, pour la quantité qu'on produit, ça suffit à peu près. Enfin, c'est encore en plein développement, quoi. Ça prend du temps à mettre tout en place. Mais c'est un système qui marche bien. Et donc, en ligne, tu peux choisir vraiment ta pièce, ton poids de chaque pièce. Tout ça est super bien fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a 2 ans, on ne pouvait pas faire ça. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire ça. Et l'année prochaine, on pourra faire des trucs encore plus cool. Il faut juste vraiment rester un petit peu sur le dessus de tout ça. Ça demande encore plus de boulot, je sais. C'est déjà énormément. Je suis tout le temps dans les champs avec mes animaux. Et après, je regarde ces petits trucs. C'est là que vient vraiment, comme tu dis, un peu ce côté vocation. Il faut être mordu, quoi. Il faut être mordu. Parce que sinon, si tu ne penses pas qu'à ça, tu vas te faire avoir, quoi. Et comment, du coup, tu arrives à concilier ta vie personnelle, parce que tu es quand même marié avec 2 enfants en bas âge, quand même, avec ta vie qui est quand même bien remplie par ce que tu fais. En bas âge et en très bas âge, quand j'ai démarré, surtout. Parce que quand je démarrais, donc même avant officiellement de démarrer, j'avais déjà les animaux, comme je l'avais dit, je testais tout ça. C'était même avant la naissance de la deuxième, donc voilà, c'était 1 an, 3 ans. Donc là, ça a été quand même un challenge vraiment gros, quoi. C'est une chose de se dire à 20 ans, on va démarrer un truc, on n'a pas de famille, on y va. Il n'y a pas grand-chose à perdre, à part le sommeil, c'est tout. Oui, mais bon, ça on arrive, si on est un bon dormeur, ça va. On arrive à s'organiser. À part le niveau qui est toujours un des freins majeurs, c'est aussi le niveau de dette qu'on doit se mettre sur les épaules. Hein. Ça, encore une fois, c'est ce qui différencie, je pense, le producteur du reste. Conseiller. Du conseiller, des satellites au producteur. Le producteur, il prend les risques, quoi. Ouais. C'est vraiment lui qui prend ce côté dette. Mais donc pour moi, au début, ça a été compliqué. Je trouvais le rythme vraiment soutenu. Encore une fois, j'étais un peu naïf, heureusement. C'est comme la comparaison, c'est comme quand je suis devenu père, quand je suis devenu papa, j'y suis allé naïvement aussi. Je pense qu'il faut, d'un côté, il faut y aller naïvement. Si on te dit tout ce que tu vas perdre en sommeil, tout ce que tu vas perdre tu vas en chier. Non, mais exactement, toute ta vie est tellement changée que tu te poserais des questions. Tu te dis je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt. Moi, je me suis pas, encore une fois, j'ai foncé un petit peu comme dans la vie de manière générale. Quand je vois une idée qui me plaît, j'y vais, quoi. Et du coup, les enfants, et ensuite ça, je me suis dit, de toute façon, la ferme, si je la démarre pas maintenant, je vais pas le faire plus tard.
Donc j'y suis allé. Ça a été pas mal de sacrifices pour moi, pour ma compagne, pour China, parce que du coup, voilà, on a eu un rythme qui a dû vraiment s'adapter. Aujourd'hui, j'ai à peu près trouvé le rythme qui me plaît, même si il n'est pas tenable à l'avenir. Il va encore falloir trouver des solutions plus long terme pour l'agrandissement justement de l'activité. Mais actuellement, on est sur un rythme je me lève très tôt, voilà, 5 heures en moyenne, tous les jours, même le dimanche, même le jour de Noël, tous les jours fériés. C'est 5 heures du mat'. Je fais le boulot, voilà, il faut soigner les animaux, c'est la priorité. Mais après, je peux aussi revenir, des fois je me lève, je viens soigner les animaux si c'est le week-end, je peux revenir être là quand les gamins sont réveillés, quoi. Ça me prend pas toute la journée. Après, ça c'est la semaine où je fais plein d'autres choses, quoi. Et après le soir, 21h, je suis au lit, quoi. Ah bah oui, si tu te lèves à 5h en même temps... C'est ça, ouais. parce qu'il faut le sommeil. Je suis un bon dormeur, heureusement. Voilà, il me faut mes 7 heures de sommeil. J'arrive à tenir ce rythme. Et encore une fois, bon, j'ai fait beaucoup de sacrifices sur ma vie, pas forcément familiale, parce que je trouve que maintenant j'arrive à bien équilibrer ça, justement, de passer beaucoup de temps avec la famille. Mais après, il y a tout le reste, c'est le travail aujourd'hui, quoi. Donc, aller voir les amis, boire des coups, tout ça. Quand on se couche à 21h, c'est compliqué. T'as pas le temps pour le surf. Le surf, malheureusement, ouais. voilà, c'est ma vocation qui est partie en fumée. Mais non, voilà, après, bon, on arrive, voilà, j'arrive à voir quand même pas mal d'amis, etc., mais plutôt autour de repas de déjeuner, quoi, on va dire. Quand ils vont chercher leur colis. Exactement. Non, mais c'est vrai, on a aussi ce côté-là qui justement est intéressant. Nous, là, quand tu m'as parlé au début de clientèle, qui est ta clientèle, j'ai envie de dire, moi, j'ai rencontré tellement de gens qui, au final, si je vendais que du vin, tu vois, il y a tellement de gens qui vendent du vin autour d'ici, et nous, on vend beaucoup de vin à la propriété. Mais tu rencontres, voilà, ta clientèle, elle est faite, et après, c'est à peu près les mêmes, et voilà. Quand tu commences à produire un produit comme ça qui est différent, et surtout qui est très peu produit autour d'ici, et ben en fait, tu te rends compte que y a beaucoup de gens formidables qui viennent et qui sont super intéressés par ton projet et qui demandent tes produits. Non, mais parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que c'est aussi excellent. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas goûter quand on écoute, mais c'est excellent. Tu sais que moi, j'ai une phobie d'aller à la boucherie. Vraiment, j'ai une phobie. J'aime la viande. J'aime la viande, mais aller à la boucherie et voir tous ces étals de morceaux de viande, ça me dégoûte. Et du coup, à tel point que je vais manger mes pois chiches derrière. C'est intéressant. Et donc, l'idée d'acheter uniquement son steak ou son jarret, ou peu importe, en ligne, et d'aller chercher le truc emballé sans avoir l'étal, ça me réconcilierait avec... Ouais, c'est marrant. Mais c'est la première fois que j'entends ce commentaire. Bon, après, il y a le côté aussi... végétarien, vegan, etc., qui est encore autre chose. C'est autre chose. Eux, de toute façon, ne vont pas... C'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment dégoûté par la... Eux ne vont même pas rentrer dans la boucherie. Mais nous, ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, en saison, parce qu'on a aussi toute une partie accueil à la propriété, un petit bar à vin, justement, avec nos vins, on fait des petites planches fromage charcute, tout ça, avec les petits gâteaux. Ma mère, elle fait des gâteaux, tout ça. Mais on a du coup une boutique, en fait, une boutique à la ferme, quoi. Et donc, les gens, en fait, achètent leur viande en ligne, viennent ici et donc récupèrent leur sac avec la viande, mais après du coup ils arrivent dans la boutique, ils sont pas dans une boucherie parce que comme tu dis la viande finalement elle est dans le sac sous vide, ils ont pris leurs quelques pièces, il n'y a pas comme tu dis les étals avec plein de viande partout, mais par contre il y a les œufs, il y a le vin, il y a différents petits produits voilà, qui peut s'ajouter on va dire au tout pour essayer, bon nous on n'est pas du tout une épicerie, on vend vraiment que ce qu'on produit ici, il y a peu de sélection, mais déjà bon si les gens viennent et ils ont, pour beaucoup de gens maintenant ils prennent leur viande seulement ici quoi, parce que comme on produit différents types de viande et que les gens beaucoup apprécient tous les produits quoi, ils disent pas souvent si je me disais il y en a qui disent mais ton poulet il est pas bon, par contre ton bœuf il est excellent, je me poserais des questions. Là ça va, j'arrive à trouver à peu près un équilibre parce qu'encore une fois je me remets souvent en question pour ces choses là,
Et du coup, voilà, on travaille pour en arriver là, quoi. Tu disais, ma mère fait des petits gâteaux pour l'accueil des clients. C'est quoi la place de Sheena dans tout ça? Alors, Sheena, elle a une place non seulement au sein de la ferme, mais aussi elle a son activité, justement, on l'a évoqué très succinctement, qu'elle a une activité en fait séparée qu'on a démarré ensemble. Donc elle est aussi dans le monde du vin, mais du coup sur le côté importation aux États-Unis. Oui, c'est ça. Voilà. Elle est côté vignoble, importation. Voilà. Donc ça c'est son implication, mais du coup qui n'est pas une structure liée à la propriété. Mais du coup au niveau de la ferme, elle va venir m'aider. De plus en plus, on va dire, elle est de plus en plus impliquée sur la structure pour ce qui est communication. Voilà, ça c'est son truc, elle adore ça. Elle adore prendre des photos, les vidéos, et puis mettre tout ça en forme pour les réseaux sociaux, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'elle va venir jouer et de s'impliquer voilà, de plus en plus. Ce qui a beaucoup aidé dernièrement vraiment au développement justement de la vente directe, quoi. Parce que le résultat de tout ça, c'est pas... Elle communique pas beaucoup sur on a ça à vendre ou ça à vendre, mais vraiment sur la vie à la ferme, etc. Et le résultat de ça, finalement, encore une fois, cette transparence qu'on essaye de mettre en avant, du coup, le résultat, c'est que les gens demandent tiens, est-ce que vous avez des produits à vendre? Et ensuite, on les rajoute à notre liste pour communiquer, quoi. Il y a transparence. Et je trouve, dans tout ce que tu racontes, il y a humanisation du travail agricole. Parce que, alors c'est peut-être que dans mon imaginaire à moi, il n'est peut-être pas du tout collectif, mais un agriculteur, c'est un monsieur bien en chair, un peu bourru comme ça, et je sais, cliché à mort, j'y vais. Ouais, mais t'as pas tort. J'ai pas honte. Et du coup, vous venez apporter vraiment de l'humain et une autre facette de l'agriculture, et peut-être aussi... c'est ce genre d'action qui va permettre à des gens de la nouvelle génération de se dire mais en fait ça a l'air sympa d'être agriculteur, tu vois. Donc ouais, alors là tu touches vraiment à un truc vraiment intéressant sur lequel je voulais parler aujourd'hui, parce que moi je pense qu'aujourd'hui l'agriculteur, mine de rien, surtout tu sais, quand on voit les gens manifester, les agriculteurs, tout ça, qui se plaignent, et je comprends tout à fait leur place. Moi aujourd'hui je suis pas avec eux. Pourquoi ? Parce que je me suis lancé il y a vraiment pas longtemps et j'ai encore mes preuves à faire. Je ne suis pas arrivé vraiment au bout de ce que j'essayais de mettre en place. Donc, je ne me sens pas encore dans une position où je me dis, l'État m'a lâché, voilà, il faut qu'on m'aide, etc. Donc, voilà, j'ai encore beaucoup à mettre en place. Mais du coup, le consommateur, l'État, tout le monde, j'ai l'impression qu'il regarde l'agriculteur, pas avec admiration, malheureusement, mais un petit peu avec... Le terme, il est fort, mais pitié, tu vois. J'allais dire mépris, moi, mais non, pas mépris. Complètement aligné avec toi. Parce que, ouais, c'est vraiment un petit peu le côté la bassesse, tu sais, la sous-population. Le pauvre agriculteur, tu vois. Ça me dérange profondément, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc. En fait, c'est ça qui va faire que on va pas attirer de jeunes. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est le renouvellement. Méprise, si on continue sur cette image qui est de plus en plus amplifiée, j'ai l'impression, le paysan, quoi. Le paysan, ce terme-là, il est tellement fort. C'est paysan. Il est tellement fort. En fait, en agriculture, aujourd'hui, tu as soit l'industriel, enfin les deux extrêmes, l'industriel et le paysan, quoi. Tu as les deux extrêmes. L'industriel, n'importe quel consommateur sait que ça va droit dans le mur. C'est vraiment un désastre écologique. C'est du grand n'importe quoi, mais ça fait de l'argent. Donc ça, c'est durable en termes économiques. Tu vois, rentabilité, tout ça. Si on fait rien, c'est ça qui va continuer d'exploser, quoi. Au détriment de notre santé et des sols. Voilà. Mais de l'autre côté, tu as le paysan. Et le paysan, c'est pas non plus une solution durable, parce que aujourd'hui, justement, le paysan a cette image de producteur, des fois, même s'il est en bio, il essaye de produire au plus proche de ses animaux, de sa production. Mais s'il ne vend pas en direct, tu vois, et qu'il est en bio, etc., il est face à un marché qui est sans pitié, quoi. Et du coup, ce paysan, il va se retrouver face à un mur assez rapidement, quoi. Si le mec, il s'installe, tu vois, à 20 ans, il n'a pas fait beaucoup d'études, souvent, tu vois, il
il se retrouve avec un niveau de dette, souvent, je crois que, je sais pas, la moyenne en France, ça doit être 200 000 €, un truc comme ça, sur les épaules à 20 ans, après avoir fait, je sais pas, un bac pro agricole, tu vois, avec zéro notion de comptabilité, de gestion financière. Tu te retrouves avec ça sur le dos, que le gouvernement et les banques, le gouvernement avec leurs subventions, les banques avec leurs emprunts, les conseillers qui sont attachés au gouvernement, tout le monde, là, tu as cet écosystème qui dit, nous, on a besoin d'agriculteurs, les gars. Donc, ouais, vas-y, ton projet, bon, on sait très bien qu'il est fébrile, hein, mais bon, on a besoin d'agriculteurs. Tiens, je te passe 200 000 €, quoi. Mais je dis 200 000 €, ça va, des fois, c'est des millions. Hein. Pour monter un bâtiment d'élevage, si tu veux faire, justement, il y en a, ils font 75 000, j'ai vu ça, 75 000 poulets dans 2 bâtiments, c'est un agriculteur. Wow. Mais t'imagines ? Et ça, c'est des millions d'euros pour mettre ça. Et le mec, je voyais une vidéo de ça, et qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, ouais, j'ai un contrat avec l'abattoir, et du coup, ils ont vu ça avec la banque pour que justement, jusqu'à ce qu'il arrive à amortir son bâtiment, il aura le contrat qui va marcher, quoi. Mais après, quoi ? Si le marché, du jour au lendemain, parce que là, tu as un client, 75 000 poulets à la fois, et le mec, quand on parle les prix, c'est quand même intéressant de regarder un petit peu les détails des fois. Lui, il parle à la tonne. Hein. Il ne parle pas au prix au kilo. Okay. Il parle à la tonne. Donc, quand le journaliste lui demandait combien tu vends, tu vois, c'est quoi tes marges, etc. Tu vois. Et du coup, lui, il se retrouvait, si on remettait au kilo, quoi, il se retrouvait, donc, lui, à vendre à 1 € le kilo. Okay, à vendre. Okay, à 1 € le kilo de poulet. Sauf qu'un poulet, là c'est du poulet de supermarché, du coup, on le retrouve à, je sais pas... 10 € le kilo. Ouais, voilà, à peu près 10 € le kilo, quoi. Donc, lui, là, il a eu 1 €, et là-dedans, donc sa marge, hein, c'est que dalle, quoi. Hein. Et donc, tu te dis, mais le pourcentage de ce que retrouve l'agriculteur, le producteur, encore une fois, qu'est-ce qui touche, lui, sur finalement le prix de vente fini ? C'est que dalle. En fait, est-ce que 1 € de kilo, c'est sans compter justement tout... Est-ce que c'est en comptant son investissement financier ? Non. Là, il a mis des millions sur la table. Le risque pour se prendre 1 € le kilo et rembourser ses charges et son emprunt bancaire. Exactement. Donc voilà, et ça, c'est une aberration. Mais il y en a... ça, je te donne un exemple. Et en ayant un client en plus. C'est tout ce qu'on. C'est spécifiquement ce qu'on t'apprend à ne pas faire en entrepreneuriat, avoir un client. Exactement. Mais en agricole, c'est le modèle classique. Wow. Ça, c'est le modèle classique, c'est d'avoir 1 voire 2 clients. Pourquoi la partie vin se casse la figure dans la région en particulier, c'est parce que le modèle est basé autour du négoce de vin. Hein, c'est des producteurs, donc ils produisent du vin comme ils pourraient produire du maïs. C'est juste qu'ici, on produit du vin. Et donc, ils ont produit ça, mais ils vendent leur vin comme une commodité au négoce. Donc, ils vendent ça à des marchands. Bon, il y en avait plusieurs à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup parce qu'il n'y a plus de marché. Mais du coup, voilà, c'est encore une fois, ces mecs-là, ils avaient un client, voire 2, voire 3. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et ceux qui achètent toujours du vin, ils l'achètent en dessous des coûts de production. Donc, il y en a qui résistent, ils ont 55 ans, 60 ans, ils disent « je suis pas loin de la retraite, j'essaye ». Ils sont en train de puiser dans les réserves, ils refont des emprunts de trésorerie pour essayer de continuer, parce que la banque, c'est pareil, ils essayent de trouver des solutions, mais ils se disent « je peux passer encore plus d'argent, mais s'il n'y a pas de regain du marché, ça va nulle part ». Donc voilà, je pense que tout le système est un petit peu à l'envers. Il faut commencer à réfléchir différemment. Et justement, donc, le début de la question, c'était le regard de l'agriculteur. Je pense que l'objectif, c'est d'arriver à retourner un peu le regard du consommateur envers l'agriculteur. Et donc, plutôt que d'avoir un petit peu pitié du pauvre paysan, moi, le terme paysan ne me plaît pas beaucoup. Vraiment, j'aimerais bien qu'on tourne ça et qu'on trouve... agriculteur, oui, mais c'est très générique. Il faut trouver autre chose. Mais il faut arriver à trouver des moyens de booster cette jeunesse pour se dire, moi je regarde ça comme, je sais pas, par exemple mon fils, donc il a 5 ans, et donc il commence à avoir l'âge où il me fait part de ce qu'il a envie de faire plus tard, ou ce qu'il a envie d'être plus tard. Et donc c'est assez rigolo. En ce moment, il a envie d'être un rugbyman professionnel. Wow. Et il est double nationalité, donc il dit en anglais un builder. Un builder, un
constructeur. Ouais, quelqu'un qui construit des maisons. Ouais. Et en fait, parce qu'il y a, il y a le père d'une des gamines qui est avec lui, qui a un gros camion, quoi. Il a un gros camion, il a tous ses outils dedans et tout ça. Et donc, lui, il voit ça, il dit c'est trop bien, tu vois. Pourquoi, papa, t'as pas un gros camion ? J'ai un gros tracteur, hein, c'est déjà cool, mais je sais pas. Mais bref, donc, tout ça pour dire que, bon, là, ça commence toujours à cet âge-là. Mais après, c'est vraiment les jeunes. Et je dis vraiment les jeunes parce que ceux qui ont 50, enfin, ouais, non, 40, on peut encore, mais ceux qui ont déjà fait la moitié de leur carrière, c'est pas eux, ça va prendre trop de temps de les convaincre, en fait, de pouvoir essayer de changer. Ils ont déjà toute ce fardeau financier, etc. Ils peuvent pas, quoi. Par contre, il y a toute cette jeunesse qui aujourd'hui ne veut plus se lancer, quoi. Et donc, c'est eux qu'il faut arriver à convaincre et à donner une image où les gens vont se dire ah ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'avenir. Mais pour ça, il faut d'abord s'occuper des fondamentaux. Changer le modèle. Il faut changer le modèle, mais il faut surtout leur donner un modèle qui est très abordable. Aujourd'hui, si tu prends mon modèle, il n'est pas très abordable, en fait. Okay. Enfin, mon fonctionnement, on va dire. Tu vis dans un château, Pierre, en même temps. Ouais. Non, je ne vis pas dans le château. C'est la propriété familiale. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que mon modèle, il n'est pas... vu mon rythme de vie, le jeune, encore une fois, s'il vient, il se dit bah, moi, je dois travailler le jour de Noël, c'est chaud, quoi. Et s'il se dit bah, moi, j'ai commencé, moi, ça fait 2 ans officiellement que j'ai commencé, j'ai pris mes premières vacances, là, il y a 1 semaine. J'ai pris 1 semaine. Mais c'était vraiment les premières vacances. Avant ça, bon, j'avais peut-être pris 1 jour ou 2, quoi, de temps en temps, avec ma femme, voilà, pour avoir un peu de temps. Mais sinon, je ne peux pas, quoi. Tu vois, c'est vraiment difficile. Donc moi, je me vois un petit peu plus... j'essaye de tourner ça comme si j'étais un peu un pionnier, tu vois, dans le truc. Et j'essaye de mettre ça en place, mettre un petit peu l'infrastructure en place pour qu'ensuite, ce soit beaucoup plus facile, tu vois, que les jeunes n'aient pas besoin de faire ces sacrifices pour pouvoir l'intégrer, quoi. Et après, le second problème, c'est la dette. La dette, c'est un problème énorme. L'agriculteur de demain, c'est pas le mec qui a fait 7 ans d'études, tu vois. C'est pas ça. C'est le mec qui a fait justement un bac pro agricole, un BTS, max, quoi. Et parce qu'il a envie de travailler un travail manuel, physique, voilà, qui demande quand même beaucoup de réflexion, tout ça, mais pas forcément trop intellectuel. C'est pas le but, quoi. C'est pas ça. C'est comme quand on devient un athlète. Un athlète, aujourd'hui, on les voit, on les admire. Mais c'est pas des mecs qui ont fait 7 ans d'études. On est d'accord. Le mec, il y en a qui n'ont pas fait du tout d'études. Mais voilà, c'est des stars. On les voit comme ça. Je dis pas que l'agriculteur va devenir Mbappé. Mais il faut arriver à tourner ça pour qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se disent bah, moi, écoute, de toute façon, j'ai grandi dans le milieu rural, je suis proche des animaux, tout ça. J'ai envie de me lancer là-dedans. Je vois quelque chose qui a l'air franchement cool. Ça a l'air cool, quoi. Mais je fais partie d'une organisation qui me permet de ne pas avoir justement cet endettement énorme à l'entrée, quoi. Voilà, il faut pouvoir rentrer avec une dette minimale et faire partie d'une organisation. Il ne faut pas que le jeune se dise oh, comment je vais vendre tous ces produits, monter un site internet. Non mais t'es fou, moi j'ai envie d'être avec mes animaux, tout ça. Il faut que quelqu'un d'autre, enfin une organisation puisse s'occuper de ça. Il ne faut pas juste qu'on laisse nos agriculteurs, tiens, prenez vos subventions et va sur le marché des commodités mondiales, quoi. Est-ce que c'est ça l'avenir de Carbonneau ? De devenir une organisation qui guide le berger des nouveaux agriculteurs ? Non, après, moi en fait, je pars encore une fois, j'essaye de toujours déconstruire ma situation et me projeter dans l'avenir. Et je me dis, voilà, mon rythme aujourd'hui, il n'est pas soutenable. Franchement, je peux le faire encore 1 an, 2 ans, mais il faut que je voie la lumière au bout du tunnel, quoi. Si je me lève tous les matins à cette heure-là, bon, ça c'est pas un problème, j'ai le rythme, j'aime bien, franchement, le calme du matin, c'est vraiment assez incroyable. Mais voilà, les jours fériés, le truc et tout, si je suis tout seul, ça va devenir compliqué. On peut avoir des employés, donc si on trouve une ferme rentable et tout ça, moi j'ai un jeune qui m'aide presque à plein temps, j'ai un autre jeune qui travaille sur le vignoble, mais qui est très bon justement avec les outils, les tracteurs, tout ça, donc il m'aide aussi quand j'ai besoin. Donc voilà, on a une petite équipe qui commence à se monter. Mais le problème des employés, qu'ils aient la volonté ou pas, c'est que les week-ends ou les jours fériés et les vacances, ils ne sont plus là.
Donc, si sur ma ferme, je double, par exemple, ma production, eh bien, le jour férié ou le jour de Noël, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Je ne vais pas demander, et je ne veux pas demander à mes employés, les gars, jour de Noël, venez m'aider, quoi. C'est pas le but. Donc, il faut arriver à trouver un système qui ne demande pas justement à des employés de venir travailler, mais qui demande à des agriculteurs, parce que l'agriculteur, il va le faire. L'agriculteur, il a toujours fait, il a ça dans le sang. S'il a justement cette responsabilité, cette mission derrière lui, bah, franchement, s'il sait qu'il y a une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas combien d'agriculteurs qui font la même chose et qui, le jour de Noël, vont se réveiller à 5h du mat pour faire le boulot, pour soigner leurs animaux, pour que le jour de Noël, la volaille, je ne sais pas quel produit tu as sur la table, que tu mets sur la table de tous tes locaux, tu sais d'où elle provient et que c'est ces agriculteurs qui ont travaillé ce jour-là pour le mettre sur la table, là, tu tournes la narration, quoi. Tu es vraiment sur quelque chose que les gens vont se dire « Waouh, là, le mec, je l'admire, quoi. » Là, ce qu'il est en train de sacrifier le jour de Noël pour nous mettre ça sur la table, dont on va parler, c'est sûr, ça va être des sujets de discussion autour de la table pour des clients qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais qui achètent ces produits-là. Ça, c'est très... c'est une connexion, c'est un contact direct avec le produit et la communauté qui devient beaucoup plus enrichissant, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, je pense, le chemin à suivre. Et c'est quoi la place du consommateur dans cette transformation ? Qu'est-ce que tout un chacun peut faire peut-être déjà à son échelle ou comment est-ce que le consommateur il peut s'impliquer maintenant ou dans un futur proche pour tendre vers une évolution de ce système ? Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que la plupart des consommateurs sont urbains. Moi, je vis dans un milieu rural où j'arrive à toucher des consommateurs locaux. Et il y en a beaucoup, finalement. Je suis assez surpris, même, de me dire qu'il y en a autant en milieu rural qui sont intéressés. Parce qu'au début, je m'étais dit, il va falloir que je me rapproche de Bordeaux rapidement, tout ça. Finalement, pas besoin. Mais c'est vrai que les gens, justement, en métropole, en grosse ville, ont beaucoup moins accès, justement, à leur agriculteur, vraiment à la source de leur production. Donc, bon, ils peuvent entendre parler de fermes comme la mienne. Et je fais aussi de la vente à distance. J'en fais peu, hein, mais on fait aussi des envois en frais, quoi, sur des quantités de viande un peu plus importantes. Je ne vais pas envoyer un steak haché, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi possible. Mais je pense que le plus important, c'est que le consommateur devienne de plus en plus intéressé, tu vois. Parce que finalement, le consommateur, donc déjà, il dépense. Donc son argent va quelque part. Donc aujourd'hui, la plupart, c'est le supermarché, on va dire. Et donc, on ne sait pas trop. Il y a un label, on y va, et puis on ne sait pas trop, quoi. Donc ça met de l'argent dans les poches de beaucoup de gens, et comme on l'a évoqué, très peu dans celui de l'agriculteur. Donc déjà, comprendre un petit peu ce système, c'est important, parce que là, il va peut-être se dire, attends, je vais peut-être aller chercher un produit un peu mieux fait, mais en rémunérant un peu mieux l'agriculteur. Bon, ce discours, on l'a quand même beaucoup entendu. Mais vraiment, à l'échelle du pays, tout ça, encore une fois, si ce n'est pas des consommateurs avec des bacs plus 5, vraiment, hein, il y en a peu qui vont aller faire l'effort, quoi, tu vois. Mais après, il faut savoir... Je suis pas sûre que ce soit une question de niveau d'études. Oui, non, c'est pour alimenter ce que tu es en train de dire. Mais je pense qu'il y a aussi un sujet de facilité d'accès à la consommation. Et clairement, c'est vachement plus simple de descendre en bas au Carrefour Market que de se dire « Ah tiens, attends, il y a la ferme de Pierre, je vais y aller. » Bon, pour moi, je sais, c'est caduc, j'habite un peu trop loin pour ça. Mais tu vois, toi, Vanny, tu n'habites pas très loin de Pierre. Est-ce que tu vas chercher ta viande chez Pierre ? Ah ouais, c'est peut-être touchy comme question. Je vais au marché. Ouais, mais tu vois, mais il y a une question de... Tu as des kilomètres à faire, du coup, pour y aller. Et je me dis, alors, loin de là de l'idée de mettre sur la table Uber, le agri-Uber pour aller chercher son steak, mais pour récupérer son steak. Après, la proximité, c'est une chose. Mais pour ça, je pense qu'il y a des solutions que, pour moi, ma part, je suis en train de développer petit à petit. Maintenant, c'est vrai que c'est suivant la demande. Tu vois, si la demande est déjà là
pour moi, pourquoi je vais aller faire l'effort d'aller toucher le mec qui justement cherche cette proximité? Parce qu'il y en a assez de gens qui cherchent à aller plus loin. Donc j'ai encore beaucoup de développement de ce côté-là. Après, je travaille aussi avec, par exemple, une petite épicerie de produits locaux, tu vois, qui est à 15 km, une petite ville de Pineuil, à côté de chez toi. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, quand j'ai de la viande fraîche, parce qu'ils vendent aussi des œufs, nos œufs, notre charcuterie, tout ça. Donc ça, c'est facile, on les met en vente et puis ils les vendent. Voilà, il n'y a pas de temps de péremption aussi rapide. Mais la viande fraîche, il faut que ce soit en quelque sorte en précommande, quoi. Ouais. Et du coup, eux vont faire le relais là-bas pour la viande fraîche. Donc quand on va découper, demain par exemple, on découpe 2 porcs. Okay. Et donc demain, moi j'ai pas encore commencé à vendre, tu vois. Avant ça m'aurait stressé, mais vraiment énormément, parce que je me dis mais 2 porcs, surtout qu'avant on faisait qu'un seul porc, maintenant on passe à 2 porcs en viande fraîche, pas en charcuterie. Donc ça fait beaucoup de viande. Avant je me disais, on met tout sous vide, chaque pièce, on a 1 semaine et demie pour les vendre, tu vois. 1 semaine et demie pour vendre, voilà, on peut vite stresser. Mais aujourd'hui en fait j'ai un système qui me permet en fait j'ai ma liste de diffusion, que ce soit par mail, par WhatsApp par exemple, qui va dire, voilà, j'ai mon arrivage de porc, voilà, s'il faut, j'envoie une petite vidéo, un petit truc de ce qu'on est en train de faire sur la ferme de manière générale pour voilà, faire le petit storytelling. Et après, je leur dis, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller sur mon site et vous trouvez votre pièce. Et en parallèle, je dis à cette petite épicerie, du coup, on a le porc, tiens, il y a les pièces, mets-les en vente en vente. Dis à tes clients qu'ils peuvent acheter ces pièces. Et eux passent commande aussi. Et donc, elle fait le relais. Elle me passe la commande et moi, je vais livrer directement là-bas. Ça paraît un peu fou. Mais non, pas du tout. Mais en fait, pas du tout, Pierre. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est des drops qu'on fait dans l'industrie textile, tu vois. Aujourd'hui, il y a des marques qui font ce qu'on appelle des drops. Donc, tous les 6 mois, elles lancent une nouvelle collection. Et c'est éphémère. Et donc, elles disent, voilà, nouveau drop. Le nombre de pièces disponibles limité, tu vois, et en fait tu adoptes. Non, c'est marrant que tu me fasses penser à ça parce que c'est vrai que quand on pense franchement à presque tous les autres produits que justement pas la viande, mais viande, légumes, alimentation, on pense que c'est il n'y a pas de DLC, quoi. Mais complètement, alors que. Mais en fait tu es en train de me dire non, il y a justement ces choses spécifiques dans le textile. Dans la mode, tu as des drops avec un nombre de pièces limité et prendra qui pourra prendre. Oui, la mode a une DLC. Oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu adoptes ces codes-là. C'est génial. Voilà, mais sans faire exprès, en fait. Mais enfin, c'est plutôt en étant pragmatique, quoi. Mais en étant moderne, je pense. Ouais, mais aussi, j'entendais, encore une fois, en s'ouvrant un petit peu, en regardant ce que font, même dans d'autres pays, quoi. Et les mecs, ils disent, c'est ça, si tu vas travailler dans des centres urbains, il faut que tu trouves peut-être, tu vois, même si c'est pas une épicerie, ça peut être une personne qui est à fond sur tes produits ou de la famille ou je sais pas quoi, qui se dit, tiens, je vais réceptionner tes produits que tu as vendus autour de Bordeaux, par exemple. Cette personne les réceptionne, tu lui files de la viande gratuite parce qu'elle fait ça et les gens viennent la récupérer chez eux. Si j'ai besoin, c'est sûr que c'est ça que je vais mettre en place. Et je pense que je vais arriver à un moment où je vais devoir mettre ça en place. Donc voilà, la proximité, c'est quelque chose il y a des solutions. Et quand tu me dis, le mec qui se dit, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tiens, je vais regarder en bas. Ça, c'est sûr que long terme, c'est compliqué vraiment si cette personne garde cet état d'esprit. Donc quand tu dis, qu'est-ce qu'il faut que les gens pensent, c'est peut-être un petit peu organiser son alimentation un petit peu plus. Sa consommation de viande différemment. Ouais. Voilà. Viande, mais je pense légumes et tout ça, c'est un petit peu le même principe. Ouais. Mais du coup, quand tu penses, moi, mon système que j'ai ici, tu reçois une notification finalement sur ton téléphone, tu vois, WhatsApp ou mail, ce que tu préfères, et ça va te dire, tiens, tu sais qu'une fois par mois, il y aura du bœuf de Carbonneau. Donc, il faut que tu cliques et tu te dises, tiens, pour ce mois-ci, j'ai besoin de quoi en bœuf? Pour ce mois-ci, c'est pas pour cette année, pour ce mois-ci. Et tu prends vraiment les pièces que tu veux, tu vois. Et en porc et en poulet, tout ça ensemble, tu vois là. Et je me dis, mais voilà, j'ai un drop, comme tu dis, juste à côté. Je remplis mon congélo pour le mois, même pour les 2 semaines, tu vois. Le poulet, on en fait toutes les 2 semaines. C'est clair. Et puis voilà. Et du coup, c'est vrai que tu te dis pas qu'est-ce que je vais manger ce soir, tu te dis qu'est-ce que je vais manger dans les 2 prochaines semaines. J'organise un petit peu mes repas. Et franchement, pour le consommateur, c'est cool. Quand tu peux t'organiser comme ça, surtout quand tu as une famille,
C'est important. Et les familles sont les plus gros consommateurs au final. Quand tu as une famille, que tu es un peu organisé autour de ton alimentation, enfin, tu veux que tes gamins ils mangent aussi bien, normalement, ben voilà, c'est bien d'avoir cette organisation et qui aide le producteur aussi. Tout le monde s'y retrouve, quoi. On a un peu cette communauté qui se crée, quoi, je trouve. Et toujours en termes de conseils, pour ceux qui voudraient envisager de se lancer un peu sur une aventure comme la tienne, quelles seraient les principales erreurs que tu leur conseillerais d'éviter? Oula, il y en a beaucoup. Hein. Alors là, je parle des conseils plutôt, si ce n'est pas les erreurs. Oui. Après, les erreurs, il faut en faire. Il faut en faire, c'est comme partout. Hein. Je pense que c'est vraiment important. Il faut essayer... Enfin, moi, j'en fais beaucoup et j'en fais en permanence. Et en fait, il faut pas baisser les bras. C'est surtout ça le plus important. Il faut arriver à passer un cap, en fait. Ça, pour moi, ça a été ça le plus difficile. Au début, je me suis lancé. Je suis parti vraiment avec rien. J'ai acheté le troupeau de mon père, j'ai pris de la dette, j'ai mis ça tout sur mes épaules et je me suis dit, bon, mais voilà, maintenant, il faut que ça marche, quoi. Surtout, j'ai quelque chose à prouver un peu, tu vois, le côté. Et au début, tu fais des conneries. Et puis, des conneries, des fois, ça a peut-être choqué des gens, mais ça vaut la vie, des fois, des animaux, quoi. Enfin, j'ai pas perdu un troupeau, hein, voilà. Même au niveau des vaches, c'est bon. Mais des fois, des poulets, des fois, quand ils arrivent, ils sont petits, ils sont fragiles, tout ça. Tu fais des erreurs, t'as un renard qui arrive, il t'en chope quelques-uns, une fouine, c'est encore pire. Enfin, t'as des trucs comme ça quand t'es en élevage plein air. C'est vraiment, voilà, c'est compliqué. Et des fois, du coup, psychologiquement, ça, on se rend pas compte, mais c'est dur, quoi. C'est lourd parce que tu fais face vraiment à la vie et la mort, quoi. Mais quand tu es en végétal, c'est pareil, tu vois, tu as la vie et la mort de tes végétaux, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est quand même, tu as une autre dimension. Quand c'est l'animal, tu es sur un être beaucoup plus complexe et qui a vraiment besoin de plus d'attention. Le poulet, c'est pas pareil que la vache. On a aussi un ordre de grandeur, c'est discutable. Mais à la fin de la journée, voilà, tu as vraiment envie que tes animaux soient dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, tu vas en faire des erreurs. Mais il faut arriver à passer ce cap où tu te dis, bon, c'est bon, je suis de toute manière en train de m'améliorer et c'est mieux de faire des erreurs que de rien faire du tout, quoi. Donc voilà, c'est le plus gros truc à garder en tête pour pouvoir se lancer dans ce genre de projet. Mais après, voilà, c'est arriver à échanger quand même avec des gens qui sont dans le même milieu. C'est pas facile. Moi, j'en trouve pas beaucoup qui sont vraiment dans la même situation. Moi, j'ai pas trop besoin non plus de ce soutien-là, mais je pense que la plupart des jeunes, justement, comme on dit, si on veut lancer tout ça, il va falloir qu'il y ait un peu une structure en place. Il va falloir qu'il y ait quelque chose pour les aider, quoi. Je pense pas qu'un label soit une solution, encore une fois, parce qu'un label, c'est pas un soutien. Voilà, il y a personne derrière. C'est pas des gens, c'est pas des gens dans les bureaux qui vont t'aider, quoi. Il faut une structure un peu plus réfléchie pour pouvoir lancer quelque chose, quoi. Pour pouvoir semer cette graine, tu vois, et qui, à travers cette communauté d'éleveurs, va pouvoir grossir et j'espère, voilà, avoir un peu un impact, quoi. Un impact plus que juste une petite ferme par-ci, par-là, voilà, parce que sinon, le modèle industriel, il va pas partir. C'est pas avec nos petites fermes que ça va faire la différence, quoi. En tout cas, c'est un beau modèle, un beau partage de parcours. Donc, merci déjà pour tout ce temps-là. Pour conclure un petit peu, et si tu devais rencontrer le Pierre d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, celui de 2018, tu peux... Oui, voilà. Parce que j'allais dire, il y a 10 ans, bon, moi j'ai 34 ans, donc ça fait 24 ans. Mais je pense que c'est un bon... 24 ans, c'était autour de là où je commençais à me poser vraiment des vraies questions, quoi. Avant ça, j'étais dans les études. Dans les études, voilà, on fait nos études, on a choisi quelque chose, de toute façon, on va le finir. On s'amuse bien, tout ça, mais on ne se pose pas vraiment les vraies questions de la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire vraiment ? Et autour de 24-25 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser les grosses questions. Et j'ai eu, je trouve, un petit peu ce défaut, mais qui m'a aidé beaucoup quand même, c'est de vraiment foncer très vite dans beaucoup de choses, quoi, sans forcément prendre le recul. Et si je devais me donner un conseil, justement, je me dirais, prends un petit peu plus le temps d'aller voir ce que font les autres. Tu vois, moi, quand j'ai vu justement ces vidéos sur YouTube des agriculteurs qui me plaisaient, que ce soit aux États-Unis, tout ça, j'avais accès aux États-Unis, mais je ne suis pas forcément allé les voir, tu vois. Je suis pas allé, j'aurais pu aller faire un stage, tu vois, j'aurais pu aller voir et vraiment m'imprégner de leur façon de faire
pour la ramener ici et justement faire beaucoup moins d'erreurs, des erreurs qui coûtent de l'argent, quoi. Donc j'aurais pu anticiper beaucoup plus de problèmes en ayant effectué quand même des stages, des expériences professionnelles. Voilà. Après, bon, je regrette pas non plus. Franchement, il y a vraiment pas de regret. Et je pense que voilà, il y a aussi chacun à sa situation. On peut pas se dire tiens, je vais aller aux États-Unis faire je sais pas quoi pendant 6 mois. Non, et j'avais quand même cette partie vin, vinif, tout ça, où il fallait que je sois là. Et ensuite, j'ai rencontré ma femme, les enfants, tout ça. Donc finalement, non, ça s'est bien passé. Mais voilà, s'il y avait une chose, ça serait ça. Il faut quand même prendre le recul et peut-être un petit peu plus prendre de l'expérience avant de se lancer, quoi. Je crois que tous les entrepreneurs pourraient dire exactement la même chose, en vrai. Ouais, non, c'est vrai. Sinon, personne ne se lancerait. Mais complètement. On aime bien finir nos épisodes de Game Changer avec le mot de la fin. Et en fait, l'idée, c'est que chacun de nous trois donne le mot de la fin, le mot qui représente cet épisode. Et si vous me permettez de commencer, le mot qui représente pour moi cet épisode, c'est fonceur. J'y ai beaucoup réfléchi tout au long de notre discussion. Et en fait, je trouve ta vision de l'entrepreneuriat en général, qui est très anglo-saxonne, on est d'accord, mais du coup, cette vision très fonceuse, on y va, on se pose des questions, on y réfléchit, on trouve des solutions, mais on n'a pas peur et on se lance quoi qu'il, on avance. Donc j'adore et je trouve que tu fais beaucoup de bien à l'agriculture française, Pierre. Pour moi, ce serait ce que tu as déjà dit tout à l'heure, mais la transparence, ça m'a éclairé sur pas mal de choses où je me posais pas forcément beaucoup de questions sur le modèle tel qu'il existait, et pourtant je m'en pose quand même beaucoup dans ma vie pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, moi je trouve que c'est rafraîchissant et hyper intéressant d'avoir cette profondeur d'attention sur autant de détails qui sont en plus plein de bon sens, et du coup de les partager et de les faire savoir, je trouve que c'est essentiel. C'est gentil. Eh bien, pour moi, ce serait questionner. C'est un verbe, quoi, mais vraiment remettre en question tout. Surtout dans une industrie comme l'agriculture, quoi. Il faut aujourd'hui, quand on voit justement ce qui se passe, il y a tellement peu d'innovation. Je parle des gens qui sont vraiment dans la production, encore une fois, parce qu'il y a des entrepreneurs dans le monde agricole qui vont arriver vraiment de l'extérieur, plutôt dans la tech, tout ça, et qui vont inventer des machines incroyables, tout ça. Mais malheureusement, tout ça, ça va plutôt vers le modèle industriel, un petit peu vers un modèle à l'alternatif, mais pas beaucoup, quoi. Donc, en tant que producteur, arriver vraiment à tout questionner, pas forcément avant de se lancer, mais voilà, faire gaffe en se lançant pour pas se prendre une dette énorme dans la figure où on s'en sort plus, quoi. Il faut commencer petit à petit, tout questionner et vraiment essayer de peaufiner son modèle au maximum pour, j'espère un jour qu'on arrive à développer ce modèle régénératif de manière plus globale, surtout dans ce pays. Nous, la France, on a une culture culinaire extraordinaire. Il n'y a rien à dire, hein. J'ai pas mal bougé et justement, il y a des modèles agricoles qui se valent et tout ça, mais culinairement, on est vraiment au top. Maintenant, il faut arriver à associer ça vraiment avec notre production, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on a la production la plus saine d'Europe ou je sais pas quoi. Encore une fois, on fait la même chose que les autres avec le petit truc en plus. Tu vois, on est un peu bio, on est un peu ça, on est un peu plus bio que les autres. Non, il faut revoir ce système-là. Il faut vraiment questionner pour pouvoir le remettre en place pour qu'on puisse justifier notre supériorité culinaire, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai parce que le consommateur français, ça revient au consommateur français. Quand tu voyages, tu te rends compte qu'il a c'est pas une connaissance, mais il a un palais en fait. Tu vois, moi je suis dans le vin à l'origine, tu vois, donc c'était mon job vraiment de mettre le nez dans tellement de trucs et de trouver des arômes, tu sais, tellement différents, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que dans toute la bouffe, de manière générale, le français, il a cette ouverture, quoi. Il est prêt, tu vois. Il y a rien qui lui fait, tu sais, les réactions genre. Tu vois, pas de dégoût, quoi. Ouais, voilà, c'est pas le gamin de 5 ans, tu vois, qui est là. Ouais, moi je mange pas ça. Alors que dans d'autres cultures, justement, c'est ça. T'as l'impression qu'ils ont. Voilà, je pointe vraiment pas parce que dans les cultures, il y a aussi beaucoup de variétés.
Mais il y en a beaucoup, tu as l'impression, voilà, leur palais s'est limité à un certain âge et ça n'a pas beaucoup évolué. En France, on est allé beaucoup plus loin. On va chercher toujours plus loin, culinairement. Et c'est ça qu'il faut arriver à saisir et à remettre en question sur notre système de production, quoi. Ouais. C'était un épisode passionnant, Pierre. Merci beaucoup pour ta participation. Merci de nous avoir accueillis au château. Merci à vous. Merci Fanny. Auditeurs, auditrices, que vous êtes loin, on vous voit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Game Changer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous donner votre avis et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode de Game Changer vous aura plu. D'ici au prochain épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis en attendant, jouez. Il y a tout à y gagner.